Salut les bonitos, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Jogging Bonito, votre podcast qui interroge, analyse, détourne ou tourne en dérision notre pratique de la course à pied. Un nouvel épisode de Jogging Bonito, j'ai envie de dire nouvelle formule. Vous en aviez peut-être marre de n'entendre que nous, et nous on apprécie beaucoup d'avoir d'autres interlocuteurs pour confronter nos points de vue. On va donc essayer de vous proposer des invités plus souvent et on va leur laisser un peu plus de place. David et Emile n'écriront pas forcément de chroniques et ne seront pas forcément présents sur tous les épisodes. Alors on commence en douceur avec une personne que vous connaissez déjà, pas vraiment un invité, plutôt un pilier de Jogging Bonito. Oh yeah! Un pilier de 52 kilos, je précise, pour mes amis du Sud-Ouest. Donc les fidèles auront certainement reconnu Rémi. Merci d'être là avec nous Rémi ce soir. Eh ben, merci de m'autoriser à parler sur votre antenne qui a eu plus de 100 000 écoutes, d'après ce que j'ai compris. Ah ouais? Même, je savais même pas. J'ai jamais parlé à autant de monde, hein. Je sais pas s'ils écoutent tous en T'as même peur? temps, mais c'est une expérience un petit peu impressionnante de revenir. T'inquiète, ça ira bien, tout va bien se passer. Et pour lui faire face, on a Émir qui a également rédigé une chronique. Salut Émir. Salut, rédiger, oui, on peut dire rédiger, on peut dire on peut dire rédiger, oui. Je m'en sors toujours plus ou moins à la dernière minute, ça ne change pas, ça pour le coup. Ce n'est pas une nouvelle formule, c'est encore une chronique qui sort à la dernière seconde. Ça, c'est du grand classique. Elle est bien, c'est intéressant, on verra ça. Et David, il nous a faussé compagnie ce soir, mais on va essayer de lui faire regretter ça en envoyant du lourd sur cet épisode. Vous êtes prêts ? Oh oui. Attends, je bois. Alors, Jogging Bonito numéro 27, voici le programme. La dure vie d'un athlétos et l'accompagnateur. Alors, vous êtes futés les bonitos à l'écoute du programme du jour, vous avez compris pourquoi David n'était pas là. Les athlétos, c'est un peu sa passion. Alors, pour un rafraîchissement de mémoire, je vous conseille d'écouter ou réécouter l'épisode 13 du podcast, dans lequel nous avions accueilli Jean-Baptiste. Cette fois, c'est Rémi qui fait l'affront de revenir sur le sujet en nous faisant entrer dans la vie merveilleuse d'un athlétos digne de ce nom. L'affront, et en plus... Non, je vais juste rétablir un juste équilibre. C'est pas... Vas-y. Dans cette nouvelle formule qui est une espèce de stratégie facile, hein, n'est-ce pas, de moins travailler comme d'habitude. Je vois que encore choisi un peu la facilité. Alors moi, je vais vous parler de la dure vie d'un athlétos parce que je pense qu'on est un petit peu toujours dans le on fait ce qu'on veut dans ce podcast, on s'entraîne comme on veut, on va avec des gens ou pas, on fait du trail ou sur la route. Chacun, il fait un peu trop tout ce qu'il veut tout le temps et des fois, ça file pas que du bon, je pense. Alors d'abord, il faut qu'on revienne sur le terme athlétos. Hein, parce que ça, c'est un truc que vous avez choisi d'appeler comme ça, mais le vrai mot, c'est athlète. Mais t'es pas d'accord? Non, parce qu'athlétos, ça sonne comme mentos, et mentos, c'est dégueulasse, c'est tout. Oh non, c'est bon. Non, c'est juste bon à faire des vidéos avec du coca sur YouTube dans les années 80, et c'est tout. Voilà. Donc, je sais que vous, les gens de gauche, hein, vous qui écoutez ce podcast, malgré votre bienveillance, vous savez quand même bien manier l'ostracisme. L'ostracisme, oui, c'est un mot... voilà. Non, mais de toute façon, on a l'habitude. Hein. Tu nous fais toujours le plaisir de nous... pas de nous inventer, mais de nous faire connaître des nouveaux mots. C'est un mot de gauche, ça, l'ostracisme ? Ouais, je pense. D'ailleurs, je comprends... On dirait un mot de droite. Bah, dedans, il y a racisme. Et tu sais, c'est le truc des SOS racistes, tout ça, qui est né sous Mitterrand, tu vois. Tu comprends un peu le lien ? Bon. En fait, je vais vous raconter la vie d'un athlétos... je garde quand même le mot parce que je me mets à niveau. Hein. C'est complexe. Regardez d'abord l'agenda. Faut réussir à tout caser. Et moi, je bosse, quoi. Donc, faut se lever tôt pour pouvoir s'entraîner. Alors, bon, des fois, je négocie avec moi-même pour rogner sur mon temps de travail. Le travail, c'est important, mais il faut aussi que je puisse bien m'entraîner. Alors, je me justifie en rappelant à quiconque me critique que l'activité physique me rend plus efficace au travail. Je trouve donc qu'à la fin, les compteurs sont à jour avec cette feignasse de Micheline qui, elle, n'en branle pas une de toute façon. Donc, dans mon planning, c'est Micheline qui arrive à 6h42 au marathon de Paris et c'est tout à fait normal quand on l'arrête, quoi. Bon, bref, ne revenons pas là-dessus. Ne revenons pas là-dessus. N'ouvrons pas les anciennes plaies, là, c'est trop. Non, voilà. Donc, il faut que je case ma pliométrie, mes étirements,
les séances d'endurance, les séances de seuil, l'explosivité, l'exercice de VO2 max, l'exercice régénération, spécial case dédié à qui c'est, repos, sieste et les repas instagrammables. C'est important les repas instagrammables parce que... ça fait toute la différence. Oui, il faut que ça reste beau quand même, une assiette avant tout. Donc tout ça, c'est un vrai casse-tête. Mais j'y arrive. J'y arrive moi. Bon, vous peut-être pas, mais moi j'y arrive. Il faut encore faire quelques petits arbitrages. Je peux pas dire que ça me passionne d'aller voir le petit faire des lancers francs au basket. Donc la vie familiale, faut faire des arrangements avec. C'est tout, c'est comme ça. Et c'est pas facile pour tout le monde de savoir s'organiser. J'en connais qui n'y arrivent pas. Par exemple, j'ai une connaissance, un prof, lui il se plaint de son emploi du temps. Il n'arrive pas à caser tous ses entraînements. Vous vous rendez compte ? Un prof n'arrive pas à caser tous ses entraînements. Est-ce que je me plains, moi ? Est-ce que je me plains de ma vie ? Non. Alors, un prof, n'importe quoi. C'est comme les mecs qui sont en retraite à 50 ans, ils se plaignent d'être en retraite à 51. C'est touchy. Je ne comprends rien. Elle est vraiment pas de gauche, cette chronique. De toute façon, bref. Il n'y a qu'une seule vérité, vous savez. Alors, le boulot, toujours pour rester un peu dans le travail, parce que tout est travail. J'y vais en vélo. J'ai pas de voiture, ça m'évite une hésitation. L'hésitation, c'est mauvais. Ça bouffe de l'énergie vitale. Et comme ça, je n'ai qu'une seule direction à prendre, celle que me dicte ma volonté de faire, travailler à grand renfort de podcast de Joko. Mais le vélo taf, ça reste une arme à double tranchant. Encore une arme à double tranchant. Bah oui, c'est cool parce que vous faites des kilomètres en plus, et c'est bon pour les muscles, mais c'est stressant quand même, avec toutes ces voitures, etc., la pollution qui nous encombre les bronches, après on a des bronchorées dégueulasses, vous voyez le truc, et surtout, on risque des chutes. Et les chutes et les blessures, même sur un court trajet de 20 minutes, je vous assure que c'est plus risqué de faire du vélo taf le matin dans une grande ville que de faire du base jump. C'est sûr. Je crois bien. Ah bah oui. Et la blessure, quand on s'entraîne, c'est la bête noire. Il faut surtout pas que ça arrive. Sinon, tous les efforts que vous avez faits pour être à votre top, en forme, la peak forme pour votre compétition, c'est foutu si vous vous blessez. Et la pire des blessures, je vais te dire laquelle c'est celle qui survient à cause d'un autre. L'automobiliste qui te pousse dans le fossé, ou le cyclo du dimanche qui tourne à droite sans prévenir, et bam, clavicule à la poubelle. Ça, c'est la pire des blessures. Encore, quand c'est de ta faute, tu vois, t'as touché tes limites et t'as appris quelque chose sur toi-même en touchant tes limites. Mais quand c'est à cause d'un autre, c'est vraiment le pire. L'enfer, c'est les autres. Donc voilà, j'arrive enfin au travail. Travail qui est quand même bien utile pour me payer les dernières Vaporfly à 275 €. Je prends tous les gains marginaux qui existent, moi. Je suis quand même conscient que mon talent est limité. Je prends tous les gains marginaux. Alors, il faut peut-être que des fois j'en passe par Cofidis, mais je le fais. Je suis persévérant, je vous dis. Tous les gains marginaux. La pause repas arrive tranquillement. Je vais pouvoir aller courir plutôt que de glander. Je reste quand même attentif à gommer une bonne rasade de protéines en poudre dans la fenêtre métabolique idéale juste après mon entraînement. Des protéines, de l'eau, du sucre. Voilà tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Je suis comme une plante en hydroponie dans l'espace. Je prends quand même aussi un petit peu de cordyceps, du PQQ, du magnésium, des oméga 3 en plus. Ça fait pas de mal, comme on dit. Et pour le mal, quand même une louche de paracétamol toutes les 6 heures, faut pas se mentir. Des fois, un petit ibuprofène qui traîne. Et je ne crache pas sur un petit coup de corticoïde quand j'arrive à convaincre mon docteur que je trousse vraiment un peu trop. Voilà, quoi, ça va. Tout le monde en prend façon des médocs. Il n'y a qu'à regarder les chronos des autres. C'est pas normal de toute façon tout ça. Après le repas, c'est quand même l'heure de somnoler un petit peu. Parce que vous savez, tout le bénéfice de l'entraînement, c'est pendant la récup, vous le savez. Et la sieste, c'est excellent pour la récup. Faut juste que je me fasse pas capter par mon boss. Bon, pour ça, l'idéal, c'est de se mettre dans un petit coin secret. Tout le monde a ses petits secrets, c'est normal, ça fait partie du monde du sport, les petits secrets. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ensuite, de retour à la maison, je me galvanise avec un bon 52 minutes de vidéos motivationnelles sur YouTube avant d'aller lifter. Lifter, c'est un mot que j'ai appris au Nike Store de côté de chez moi. La petite, elle liftait qu'elle me disait. Alors la PPG, c'est peut-être de la merde, ça, on est d'accord. Ah, t'es toujours d'accord avec ça. Okay. La musculation ciblée en occlusion vasculaire, ça par contre c'est cool. Parce que ça fait des adaptations au niveau des canaux potassiques et tout, c'est génial.
Mais bon, il faudrait aussi que je pense à caser un petit peu plus d'étirements. Parce que c'est important aussi les étirements, faut tout faire. La PPG, des étirements, tout. Et puis ça tombe bien parce que j'ai une vidéo de Genial Runner que j'ai pas fini de regarder. Je m'étais endormi avant la fin de l'épisode de 7 minutes. Alors, demain c'est le gros morceau. Je sais que j'ai des séances difficiles de prévues. Oui, des séances, on ne s'entraîne pas qu'une fois dans une journée. Mon coach sait que je les redoute. C'est vrai que j'en fais toujours toute une affaire. C'est une petite, comment dirais-je, situation de hate and love en même temps. C'est assez ambigu les entraînements les plus difficiles. C'est un peu comme mes premières dictées en CE1. Je sais que ça cristallise tous les regards de l'extérieur sur moi, sur ma performance. C'est la même chose pour cette épreuve de 20 minutes d'effort que je vais devoir faire à fond. Toute ma vie va se concentrer sur le chiffre de puissance que je vais réussir à tenir pendant 20 minutes sur mon vélo. Quand j'y pense, c'est quand même une sorte de régression, une belle régression, et peut-être qu'en jouant sérieusement, it's a serious game, baby, en prenant au sérieux ce jeu de l'entraînement, je retombe dans une forme d'enfance quelque part, mais une enfance qui reste sérieuse. Je retrouve donc ce syndrome de premier de la classe quand je réfléchis à ce que je vais écrire comme compte-rendu de cet entraînement de 20 minutes à mon coach. Vous avez trouvé ça bizarre, mais je passe en fait une bonne partie de mes séances d'entraînement à analyser comment se passe cet entraînement. Ma vie est une sorte d'inception géante. Je mémorise les bons et les mauvais moments pour les retranscrire après. Le bon coach ne me met pas de pression, mais il me galvanise. La course approche finalement. On arrive à la période de l'affûtage. The tapering. Normalement, un affûtage, c'est vraiment cool quoi. On n'en fout plus une et on se sent fort. On finit l'entraînement dès qu'on sent le premier effort. Il ne faut pas monter dans les tours. Mais c'est aussi le moment où en fait j'ai peur de la moindre faute. Le moindre P coincé devient un cancer du côlon. La paranoïa m'envahit. Je fais des cauchemars de crevaison à gogo. Il faut que je mette le paquet sur le sauna, que je me fasse masser. Il faut vraiment que je me détende. Ça devient ma priorité numéro 1, me détendre. Parce que je suis mon propre pire ennemi. Le stress, le cortisol et les catécholamines me détraquent. La course de rang A est là. C'est la plus importante de l'année. A comme année. Toute mon année se focalise sur cette journée. Mais en fait, c'est un peu con comme challenge parce que c'est l'entraînement que j'aime le plus. La course, ça n'est qu'une occasion de se gaver de gel à la caféine pour sublimer ce que j'ai acquis à l'entraînement. C'est bizarre, mais finalement, c'est pas mon truc, la course. En fait, je suis pas un vrai athlétos. Je suis un mec lambda, un mec de milieu de classement. Il faut juste pas trop le dire. Alors aujourd'hui, ça s'est bien passé. J'ai fait des erreurs, mais le chrono est bon. Les erreurs, c'est bien, ça va me permettre d'encore m'améliorer. J'ai des axes d'amélioration. Mais je suis satisfait parce que le travail paye. Le chrono, c'est le juge. Il ne permet pas de se mentir à soi-même. La justice du temps reste quand même un petit peu humaine. Elle a en effet des limites qui restent floues. On peut faire quelques arrangements avec son temps et aussi quand on pense à certaines tricheries, le chrono n'est peut-être pas si juste. Mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Il faut oublier tout ça. Oublier, c'est aussi ce que je vais devoir faire dans les semaines maintenant qui arrivent devant moi. Ces semaines de dépression post-épreuve de rang A, où il va falloir que j'apprenne à oublier le stress et les hautes doses d'entraînement aussi. Il faut que j'oublie tout pour mieux recommencer. Il faut que j'oublie, mais il faut pas que j'efface tout. Il faut que j'oublie, mais que je me souvienne de mes erreurs pour ne pas les refaire. Il faut que je conserve une routine tout en l'ajustant. Il va falloir que je me remette en question, mais garder la confiance. C'est dur tout ça. C'est d'autant plus dur que c'est aussi l'heure de vivre l'éloignement avec le coach. Comme un cliché, je reste sur le quai de la gare. Le bon sens et la raison s'en vont dans une autre direction. Je reste seul avec mes émotions et mes stupides pulsions d'entraînement trop intenses. Fini le support quotidien aux petits soins avec mes moindres ruminations mentales. Il va falloir que je réapprenne à me gérer. Finalement, j'aspire à me donner du mou, mais pour combien de temps ? 2 jours ? Une semaine ? Il faut que je m'inscrive sur les courses pour la prochaine saison. Ça part si vite. Je suis perdu.
Normalement, c'est là que vous faites les applaudissements et la foule en délire. Hein. Bah attends, si ça se termine en je suis perdu, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que l'athlète, tu vois, il allait repartir sur je suis perdu, je m'en fous, je recommence, ou je m'en fous, je continue, tu vois. Je crus que la fin, c'était un message comme ça. À travers cette fiction humoristique, quand même glisser quelques petits traits autobiographiques. Et dire que des fois, je sais plus ce qu'il faut faire pour être épanoui dans le sport parfois. Parfois, ça passe par des entraînements intenses, comme c'est décrit cet article, de tout faire pour tendre vers une performance sur une compétition. Et puis, parfois, c'est juste se relâcher, juste être cool, plus mettre tout l'intérêt et profiter du sport, au contraire, comme une soupape, comment dirais-je, qui devient plus occasionnelle, plus exceptionnelle et peut-être plus relaxante. Donc je suis un peu perdu entre ces deux grands pôles de pratiques qui sont si différentes. Et c'est un peu ce que je voulais amener à la fin parce que finalement, voilà. Garde tout ça pour la discussion. Alors, je vous explique. On était perdus, alors je vous explique. Moi, j'ai envie de savoir, en fait, dans ta chronique, ce qui est fiction et réalité. Il y a combien de pourcentage de vrai pour ta vie, à toi, là-dedans? Alors, tout ce qui est extrême et tout ce qui paraît le plus fou, c'est le plus vrai. Oui, ça m'étonne pas, oui. Oui, ça s'invente pas. Franchement, je pense que ça s'invente pas trop. Ça sent un peu le vécu quand même, hein, sur les bords. Il faut dire ce qui est. Ouais. Je pense que les anecdotes un peu à la limite du trouble, trouble obsessionnel, ça sent la vérité quand même. Du comportement, ouais. Et je vous passe tous les dialogues intérieurs, le rumination mentale et compagnie, hein, parce que alors là, sinon vous m'envoyez direct à l'hôpital psychiatrique, mais bon, fallait que ça... C'était un peu bizarre. Émir, toi aussi, tu as des habitudes un peu bizarres qui sont dictées par ta pratique du sport et qui sont devenues finalement normales dans ta vie maintenant? Des trucs... Ah non, je pense pas que j'ai des trucs vraiment zarbi. Enfin si, le truc le plus zarbi que j'ai, enfin moi je pense qu'il est... Enfin j'en ai déjà parlé, c'est le fait qu'il y ait des fois, des périodes, pendant des mois contigus où je fais absolument rien de rien, et alors que quand je commence à faire quelque chose, j'en fais absolument trop. C'est beaucoup plus que la moyenne. Je n'ai pas de juste milieu. Donc c'est soit je suis désintéressé totalement, ou soit je suis à donf. Et ça a tendance à perdre les gens, parce que les gens, quand ils me voient courir, ils me disent « Ah ouais, toi, tu dois être addict, toi. Toi, c'est impossible de plus courir, hein. Franchement, c'est sûr. » Et en fait, pas du tout. Je les prends tous à contre-pied en disant « Bah franchement, mec, je sors d'une période où pendant 3 mois, j'ai pas foutu un pied dehors. » quoi. Et ça étonne souvent. Je pense que c'est ma bizarrerie dans ce milieu, ça. C'est le fait d'être imprévisible à ce point-là, de faire trop ou rien, en fait. T'es comme Rémi, t'es perdu. Je sais pas si je suis perdu, parce que pour moi, être perdu, c'est une question de point de vue. Pour moi, le perdu, c'est quand t'as pas fait la paix avec toi-même, tu vois. C'est-à-dire que t'estimes que la situation n'est pas normale. Voilà, c'est ça. Tu estimes être perdu. Alors que tu peux très bien, dans la même situation, estimer ne pas l'être. C'est-à-dire que moi, dans ce que vient de dire Rémi juste après sa chronique, il y a je sais pas comment faire pour être heureux, mais pour moi, tu n'es pas de la même manière heureux dans le temps. Mais tu le sais, qu'est-ce qui te rend heureux à un instant T? À savoir, si tu sens que aujourd'hui, ce que tu veux faire, c'est y aller mollo, bah tu vas mollo et t'es heureux. Si le lendemain, ce que tu veux faire, c'est bombarder, bah le lendemain, tu bombardes. Est-ce que c'est être en accord avec soi-même, ou est-ce que c'est être perdu? Les deux sont valables, parce que si tu peux estimer être perdu parce qu'un jour tu voulais aller lentement et que le lendemain tu voulais être rapide. Et comme tu es inconsistant d'un jour à l'autre, pour toi ça peut être quelque chose, tu peux te dire je suis paumé. Ou alors tu peux te dire, bah écoute, je fais exactement ce que je veux, donc je sais exactement où j'en suis. Et la situation est la même, quoi. Voilà, c'était ma réflexion. En tout cas, à travers cette réflexion que j'ai du mal à bien processer là tout de suite, quand même au début tu disais que t'allais à fond, hein, donc je pense quand même que t'as t'as quelques gènes d'athlétos qui savent s'exprimer de temps en temps quand même. Hein. Je pense mais peut-être, mais pour moi l'athlétos c'est quand même quelqu'un qui est muni d'une qualité qui me paraît essentielle, qui est la discipline, le fait de faire quelque chose qui te convient pas nécessairement, mais pour obtenir le résultat. Alors que ça, je n'ai pas cette caractéristique, moi. Je ne fais pas quelque chose qui ne me convient pas. La discipline, c'est pas forcément de faire quelque chose qui ne nous convient pas. En fait, c'est juste d'être d'une régularité et de ne pas se laisser envahir par des pulsions néfastes qui te bouffent ton temps dans des trucs inutiles. Et d'avoir la rigueur de dire
je ne dois pas faire ça, donc je ne le fais pas. Tu fais bien de me reprendre, je suis d'accord. À faire des trucs qu'on n'aime pas. Non, et tu fais bien de me reprendre, c'est vrai. Ce n'est pas se contraindre à faire des trucs qu'on n'aime pas, en revanche, c'est se contraindre. Oui, parce qu'il faut passer par là, ouais. Ça, voilà, c'est le propre de la discipline que de se contraindre dans certains cas. Mais je rappellerai aussi en passant que nous parlons de discipline sportive en général. Il n'y a pas de hasard dans cette expression, n'est-ce pas? En effet, oui, tout à fait. Mais ouais, donc ouais, enfin pour reprendre ta remarque, est-ce que comme quand je vais à fond, est-ce que j'ai des caractéristiques d'athlète? Bah écoute, je sais pas, peut-être oui, dans le sens où parfois je cherche la performance, mais je n'ai aucune méthode pour y arriver. Enfin, je n'ai pas les méthodes conventionnelles. Je fais énormément de volume, je fais des allures qui me conviennent, enfin que j'ai envie de faire au moment où je sors, mais je sais jamais à quelle heure je vais sortir, je sais jamais quelle séance je vais faire quand je mets les pieds dehors. Donc tout ça, c'est un truc, je ne pense pas être muni de discipline. Mais par contre, quand on parle d'athlète, bon, en tout cas, nous, quand on dit athlétos, de façon caricaturale, et comme tu l'as caricaturé, Rémi, dans ta chronique, c'est encore plus que la discipline lors des entraînements, c'est aussi de la discipline dans la vie de tous les jours. Et du coup, toi, Rémi, tu fais des choses dans ta vie, tu le fais parce que tu fais du sport. Toi, Émir, dans ta vie de tous les jours, tu fais pas attention à ce que tu manges, tu fais pas attention parce que tu cours? Si, attention à ce que je mange, ça va un peu de pair avec les périodes où je vais vite, parce que quand je vais vite, pardon, où je cours beaucoup. Parce qu'en général, quand je cours beaucoup, je me crée une sorte de cercle où je cours beaucoup, donc je me sens bien, donc j'ai envie de performance, donc j'ai envie de bien manger pour être performant. Et c'est un cercle qui s'auto-entretient jusqu'au jour où, pour X ou Y raison, j'ai plus envie de courir. Voilà. Donc parfois ça démarre par un rien, par exemple, je me sens pas bien pour X ou Y raison, genre je suis malade ou n'importe. Du coup, comme je suis malade ou n'importe, je cours pas. Après, du coup, une semaine plus tard, j'ai toujours pas couru, donc j'ai un doute sur les sensations quand je ressors. Comme j'ai un doute, j'ai la flemme. Quand j'ai la flemme, je cours pas. Puis du coup, je cours plus, donc j'ai plus envie, je suis plus appelé à la course. Je pense que si je cours, je vais avoir des mauvaises sensations, donc j'ai plus envie d'y aller, et ainsi de suite. Et je retourne dans un cercle inverse. Et comment tu fais pour t'y remettre alors? C'est la vie qui me montre que pour... Parce que c'est quand même dur de s'y remettre quoi qu'il en soit après derrière. Ah ouais, c'est clair. Mais je vais me faire embarquer dans un projet avec des potes, par exemple, qui vont me faire courir. Ouais. Après, je vais me dire, ah, c'était bien, franchement, c'était cool ça. Mais je l'ai pas super bien vécu. Donc au final, j'aimerais bien retrouver ce que j'avais avant. Du coup, je vais me réentraîner, reprévoir d'autres projets avec des potes, par exemple. Et je vais me raccrocher à cette discipline sportive que parfois je laisse disparaître pendant des mois et des mois, quoi. C'est ma bizarrerie, ouais. Ça, c'est clairement une bizarrerie, je pense, chez moi. Et c'est de la discipline, comment dire, ou c'est de la volonté, tu prends de la motivation avec les autres, quoi. C'est pas toi tout seul. Ouais, souvent. Mais après, c'est déjà arrivé dans ma vie que je me remette à faire du sport de manière intense, sur un déclic de moi-même. Hein. Genre, dire, je me regarde dans la glace, je me fais, ouais, non, franchement, j'ai fait nawak, je me trouve gros, je suis pas très content comme ça. J'ai eu des moments où je me sentais beaucoup, beaucoup mieux, donc j'ai envie de retrouver ces moments-là. Tu vois, ça peut être tout bêtement ça, quoi. Je voulais rebondir sur la manière dont Émir décroche, parce que ça, c'est vraiment un point clé, je pense, dans l'entraînement régulier. C'est que c'est vachement... Quand on s'entraîne tous les jours, quand on loupe une journée, parce que effectivement il y a un événement social, faut vraiment qu'on se rende disponible pour les autres, ou parce qu'il y a un accro de santé où on se lève, on a vraiment la gorge... douloureuse, on est cassé, on se sent vraiment pas apte à aller faire des efforts intenses et on a raison de se reposer. De casser ce rythme fait que repartir 1, 2 ou 3 jours plus tard, c'est proportionnellement vachement plus difficile que d'enchaîner quand on a le rythme régulier de on y va chaque jour et c'est une routine. Et c'est dans ce sens-là où la régularité et peut-être la discipline, elle peut être facilitatrice aussi. Elle peut rendre les choses plus faciles. La discipline, c'est pas toujours relié à un effort, ou dans le sens où dans la régularité, elle peut faciliter. Et c'est ce que je veux dire quand je veux dire qu'on ne se laisse pas le choix. Je ne me laisse pas le choix de comment je me rends dans les transports. Je me laisse très peu de choix de comment je m'habille avec très peu de vêtements.
ou d'autres personnes créent par exemple des routines d'alimentation, ils mangent toujours la même chose le matin pour ne pas avoir à réfléchir à ce qu'ils mangent. Et ça t'enlève un poids. Très intéressant. Ça t'enlève un truc de décision qui à chaque fois te fait hésiter. T'as plus besoin d'avoir à hésiter. Tu dis j'y vais pas, je mange ci, je mange ça, je m'habille comme ci, je mets comme ça. Et toute cette hésitation nous perd en fait. Et on perd on perd l'inertie. On perd l'inertie. C'est un excellent mot, l'inertie. C'est comme ta roue finalement. Tu retournes ton vélo, tu fais tourner ta roue. Au final, elle a l'énergie de la seconde précédente, donc elle continue. Elle a l'énergie du temps précédent, donc elle continue. Si tu fous un bâton dedans, qui correspondrait à un cassage de ta routine, même une brindille, ça va te ralentir, ça va te faire achoper. Exactement. Du coup, tu bénéficieras moins de cette inertie. Et oui, je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis là, Rémi, parce que les fois où je vais dans des événements sociaux, genre je voulais courir un soir ou aller à la salle, et au final je me retrouve dans une soirée avec des potes à consommer de la bouffe n'importe nawak, alors que les jours précédents j'étais tout propre. Des pizzas au merguez à vous. Pizza au merguez avec des œufs et du hallouf, tu vois, quand tu te retrouves là-dedans, pas du tout, faux, jamais. Faux. Mais ce que je veux dire, je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis là. À savoir, quand tu as un jour où c'est pas du tout comme tu as prévu, ta tête, elle a du mal à se dire, elle subit une cassure, et cette cassure rend plus difficile le fait de redémarrer la roue à pleine vitesse comme elle était la veille ou avant cet événement, quoi. Ouais. Pire encore si elle est à l'arrêt total, cette roue, parce que voilà l'énergie qu'il faut déployer pour la remettre en ouais. Mais du coup, c'est une forme différente de discipline, je pense, que j'ai, personnellement. Je reviens sur la définition de la discipline. La discipline, telle que je la qualifierais pour un athlète, c'est la possibilité de se tenir à un programme relativement strict qui définit à quelle heure tu t'entraînes, quel jour tu t'entraînes et quel est le contenu de ton entraînement. Ça, pour moi, c'est une discipline qui laisse très peu de variables. J'estime que je peux avoir une discipline quand je cours souvent, mais ma discipline correspond juste à je fais du sport tous les jours. Et je bénéficie de cette même inertie, mais pas avec la même forme de discipline, entre guillemets. Oui, mais c'est juste ça qu'il faut faire. C'est de rester sur la lancée, de s'entraîner régulièrement, et parce qu'on aura un bénéfice sportif et sanitaire à garder l'entraînement sportif régulier. En fait, quand on part dans la caricature de l'athlétos qui va faire caca à 6h04, puis qui va prendre son petit déjeuner à 6h23 après une douche de 7 minutes, etc. Je vis comme ça, hein. Mais cette vie, elle est pas souhaitable, et c'est une erreur que de se programmer sa vie minute par minute, et où à chaque fois qu'on essaye de cadrer sa vie minute par minute, à dire bon là j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, faut vraiment que je sois au taquet et pas que je glande sur Twitter ou Instagram, que sais-je, et pour remplir mes objectifs, ça c'est contre-productif, parce qu'on n'y arrive jamais, et que ça nous stresse, et que c'est pas rentable en fait, ça va pas nous faire nous entraîner mieux. La discipline, elle va être dans le projet à long terme, et de se tenir pour moi dans une régularité, on va dire sur un volume hebdomadaire ou un volume mensuel, comme on veut le concevoir, sans forcément dire tel jour ça va être telle séance. Parce que si on n'a pas l'intelligence de s'adapter, ou d'écouter le fait qu'on est vraiment fatigué, ou la nuit d'avant on a mal dormi, ou on a vraiment été contrarié par un problème perso, familial, professionnel ou autre, et ben on va dans le mur si on s'entraîne avec des œillères et avec une espèce de rigidité constante et inflexible. Donc pour moi la discipline, c'est d'être juste régulier, et comme ça on peut vraiment créer aussi carved out, comme ils diraient les Anglais, creuser des poches dans son emploi du temps. On sait que ça va être des poches de sport, on sait que le samedi là à 17h ça va bien pour la piscine, et quand on chronicise ce truc, que ça devient vraiment régulier chaque semaine et tout, et ben c'est d'autant plus facile d'aller à la piscine, même s'il fait hyper froid, il pleut, le temps est dégueulasse et tout, machin, et qu'on n'a pas envie d'être trempé, d'arriver, de se rechanger, de se déshabiller, de se rhabiller avec des trucs mouillés et tout. Mais d'être sur le long cours,
découper des plages de sport comme ça réguliers, je pense que c'est bien. Mais d'être obsessionnel sur un planning minuté, c'est contre-productif. Et c'est le principe d'un plan d'entraînement quand même. Je lâche ça comme ça. Non, mais par exemple, sur un plan d'entraînement, excuse-moi Rémi, mais un plan d'entraînement, c'est je sais quel jour je sors, je sais exactement ce que je fais à chaque seconde, je connais à l'avance le nombre de secondes de récup que j'ai le mardi soir. Non, pas forcément quand même. Pas forcément. Ça dépend du plan d'entraînement, mais pour moi, la quasi-totalité des plans d'entraînement classiques que tu trouves sur le net en tapant plan d'entraînement marathon, plan d'entraînement 10 km, blabla, qui se font en 8-12 semaines, ça a exactement cette gueule, quand même. Non. C'est ça. Là, pour le coup, ça donne plutôt un cadre, comme le dit Rémi. Mais t'es pas forcément obligé de tomber dans le truc hyper obsessionnel à te dire il faut à tout prix que le lundi, j'aille faire ça et le mardi, j'aille faire ça. Si le lundi, tu pouvais pas le faire, tu décales. Enfin, je veux dire, c'est pas... Moi, je suis des plans d'entraînement et je suis pas... Ok. Je trouve pas... Je dirais même que c'est une erreur de débutant que de suivre un plan à la lettre. Ok. Ouais, exactement, ouais. Et... dans le coaching et dans l'idéal avec un coach qui te suit, le but c'est une adaptation permanente. Et ce qu'on paye quand on paye un coach, c'est le mec qui va te changer tes séances par rapport à ce qu'il va avoir constaté et surtout par rapport à comment tu vas lui rapporter ton vécu. Et c'est ça vraiment, ouais. Et pour te dire, il y a des coachs par exemple qui donnent comme consigne, aujourd'hui tu vas avoir 10 minutes d'effort intense type intensité allure 10 km, tu vois. Il dit, mais ces 10 minutes, tu les cases comme tu veux. C'est-à-dire, si tu veux faire 3 minutes intenses, 2 minutes récup, puis après, tu te fais plus que 1 minute intense, 1 minute récup. Enfin, tu vois, ça peut être il y a des coachs qui donnent ce genre de consignes-là. Donc, où les gens gèrent, selon leur ressenti, comment ils casent leurs intervalles. Donc, plan d'entraînement ne veut pas forcément dire truc militaire rigide, extrême. Comme tu l'as dit, je pense que c'est possiblement une erreur de débutant, mais dans laquelle il est très facile de tomber lorsque, tout simplement, on veut progresser en course à pied, quand on débarque, qu'on lit sur Internet un plan, et qu'on se dit que, en fait, la meilleure façon de suivre un plan, c'est de faire ce qui est écrit dessus, et que du coup, on s'autorise peu de flexibilité. C'est une preuve de maturité dans la pratique que d'arriver à se détacher de ce qui est écrit, parce que quand tu débarques, tu cherches un cadre. Quand tu cherches un cadre, tu veux coller au maximum au cadre. C'est quand tu as un certain confort, quel que soit le domaine. Là, on parle de sport, on parle de plan d'entraînement, mais quel que soit le domaine, c'est quand tu as pris tes marques que tu t'autorises des libertés. Mais bon, comme vous le disiez... quand tu as du recul, tu t'en rends compte. C'est une erreur de débutant, effectivement. Cela dit... Ça reste, pour moi, un débutant aujourd'hui va sur entraînementcourseapied.com, je sais pas comment ça s'appelle un site, trouve un plan d'entraînement, ou achète Jogging International, trouve un plan d'entraînement, fera cette erreur, je pense. Peut-être, mais en même temps, c'est peut-être une erreur nécessaire. Oui, peut-être, pour pouvoir s'en détacher par la suite. Voilà. Effectivement. C'est une erreur à faire pour se blesser et puis se blesser peut-être pas forcément, c'est juste s'apercevoir que cette rigidité elle est compliquée quoi, en fait elle est pas life proof finalement, ou pas forcément très life proof, parce que c'est vrai que après t'en as qui y arrivent, clairement t'en as sur 12 semaines ils ont fait la totalité des séances, s'il y en avait 4 par semaine ils t'ont fait 12 fois 4 séances et elles sont toutes loguées sur Strava avec le dièse et le nombre de la séance et le contenu, t'en as ils te le font. Oui, il y a des personnalités qui aiment ce cas, c'est ce que je vous disais dans ma chronique avec un peu le syndrome du premier de la classe, où on veut quelque part montrer qu'on est capable de remplir la mission qu'on nous confie dans ce plan d'entraînement et de mener à bien chaque petite mission qui est chaque entraînement. Il y a de ça existe aussi. D'ailleurs, c'est difficile de trouver la limite parce que c'est facile de tomber dans ce côté, comme tu dis, la premier de la classe. Et on s'en rend pas forcément compte quand on y tombe. C'est une fine ligne à... Le signe d'alerte, c'est quand on veut toujours en faire plus, je pense. Quand on veut toujours coller au plus près du truc de façon obsessionnelle et toujours en rajouter une petite couche. Ça, c'est typique dans le triathlon notamment et dans l'état d'esprit de pas mal de triathlètes, de vouloir toujours en rajouter une couche pour progresser. Et c'est cet arbitrage qui est difficile de savoir mettre le curseur. Parce qu'en fait, moi je pense qu'il faut plutôt considérer que pour chaque personne,
on a une espèce de volume d'entraînement max hebdomadaire ou mensuel que notre corps peut encaisser, en tout cas à une période qui donnée. est différent. Ouais. Mm-hmm. Et si moi je vais être bien à 10 heures d'entraînement par semaine et que je vais bien les encaisser, etc., quelqu'un d'autre, au bout de 7, il va complètement casser. Et au contraire, un autre, il pourra pousser jusqu'à 15 sans souci. Ouais. Et après ça peut être dynamique sur du temps long, sur plusieurs années, plusieurs mois. On peut réussir à étirer cet intervalle de travail où on est confortable et où on risque pas de faire des blessures et des choses comme ça. Mais il faut travailler avec cette espèce de limite qu'on a et de penser que si on arrive à caser 10 heures, et d'en caser 13, ce qui va représenter un quart d'entraînement en plus à peu près, ça va nous faire progresser encore plus. Et souvent c'est pas forcément vrai. Ouais. C'est un piège du mec qui veut en faire trop bien et tout quoi. Mais c'est difficile, je pense, de s'en rendre compte parce que, tu vois, comme tu le dis, c'est sur des années que ça arrive. Et du coup, tu vois, tu rajoutes des choses, tu rajoutes, tu t'en rends pas compte. Tu n'as pas le recul, forcément, peut-être, de te rendre compte que là, tu es allé trop loin et ta vie, elle tourne totalement autour de... C'est une difficulté très intéressante et en plus, je suis ravi qu'on puisse employer le mot « année » à profusion. C'est qu'il faut plusieurs années pour... Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit dans Jogging Bonito, mais je vous explique. Donc, ce mot s'écrit A-2-N-E-E, ok ? Oui. Donc, quand on parle bien français, on prononce toutes les lettres. Et donc, c'est année. Voilà. Pourtant, tu dis pas le E à la fin. Voilà, bon, donc, non, mais... c'est, ça se tient un peu sur le côté, c'est un peu bancal, cette explication. Cut and rewind. Donc, en tout cas, c'est à la fois une des beautés et une des difficultés dans le sport régulier, où on veut, sur plusieurs années, progresser, où on se projette sur une pratique plutôt longue, quoi, où on est bien dans son sport et qu'on veut pas s'arrêter. C'est de tirer profit d'entraînement sur plusieurs années. Et un des trucs qui ressemble comme ça dans les ajustements qui sont très difficiles mais qui nécessitent beaucoup de temps pour comprendre, c'est la gestion de l'affûtage. Si tu as une grosse compète dans l'année, ton marathon de l'année, ton trail de l'année, ton triathlon de l'année, c'est vachement... on peut pas simuler à l'entraînement l'affûtage idéal, quoi. D'arriver avec 3 mois de fatigue dans les pattes et de dire comment est-ce qu'il faut que je fasse une semaine, 10 jours, 15 jours avant la compète. Et ça, il y a que ça arrive qu'une ou deux fois dans l'année où on peut faire un vrai affûtage et dire comment je me sens. Et puis en plus, chaque année sera jamais la même et on n'aura jamais fait le même gros volume d'entraînement avant. Il y aura eu des années avec blessures, des années sans blessures, des années où on va être mieux psychologiquement, des années moins bien. Et... ça fait partie de la beauté du sport, c'est que sur une pratique très longue, sur plusieurs années, l'expérience se crée et on peut quand même en tirer des principes généraux qu'on arrive à s'appliquer, on se connaît, etc. Mais il y aura toujours des ajustements du moment précis qui mettront l'incertitude du sport, qui magnifieront l'incertitude du sport quelque part et qui feront toujours ce petit stress d'avant-compète et moi, je trouve ça fascinant parce que dans les dernières années, vous savez, j'étais très analytique, je regardais comment j'arrivais à telle compète, tel volume d'entraînement, blablabla. Et en fait, avec du recul, j'ai arrêté de faire tout ça parce que je me rends compte que j'aurais de toute façon que 5-6 compètes pour faire une réflexion et que tous ces chiffres statistiquement avec 5 événements, ça veut rien dire et que... Il faut plus chercher des généralités que des recettes magiques, quoi. Ouais. Et t'es arrivé à toutes ces conclusions tout seul ou c'est de la curiosité, ou tu as utilisé un coach pour t'aider aussi? Il faut... Parce que c'est difficile de se rendre compte tout seul sur soi-même, tu vois. Moi, il y a les deux éléments, les deux ont joué. J'ai une personnalité ambivalente où ma folie, c'est que j'ai toujours une part rouge et une part bleue, quoi, et j'essaye de naviguer entre les deux. Et pour le coup, le coach que j'avais choisi, peut-être sciemment, j'avais mon instinct qui me disait que c'était lui qu'il me fallait parce que lui, il était tout à fait dans le ressenti du sportif, dans l'écoute de ce que le sportif dit, dans la latitude du sportif
dans le regard, dans ses cernes ou des trucs comme ça quand il fait des gros entraînements. Et il n'était pas du tout dans t'as fait autant de watts pendant X minutes, t'as couru telle allure pendant X minutes. Les chiffres, pas dans les données forcément. Non, il les regardait, il les connaissait, mais il n'en discutait jamais. Et je pense à raison, parce que les athlètes, les sportifs qui sont très data-driven, qui sont très attirés par les chiffres, ils ont une tendance à être crispés par les chiffres, comme je vous raconte autour de mon test de 20 minutes là, où ces tests sont vécus comme des compétitions dans l'entraînement et qu'il faut à tout prix réussir à faire. Et or, chaque jour est différent et on peut avoir la même intensité ressentie et avoir des écarts significatifs dans les performances faites au final à l'entraînement. Et il ne faut pas se décourager à cause d'un chiffre, d'un jour et tout. Ce qui compte, c'est l'intensité qu'on a mise dans l'entraînement. Et je pense que les bons coachs choisissent la manière dont ils s'expriment avec leurs athlètes et qui parlent pas pareil à des personnes de personnalités différentes, mais que je pense ce coach, ce qu'il avait de bien, c'est de repérer en moi que je pouvais être crispé par les chiffres et qu'il m'a tout doucement fait ressortir de mes tableaux Excel et de cette crispation en n'en parlant pas. Et si je pense qu'il a eu cette intelligence, je pense que c'est sciemment qu'avec une personne très tournée sur les données, très tournée sur les chiffres, il fait exprès de peu en parler pour être plus dans la sensation, dans l'objectif final et de faire un truc plus global. Ouais. Bah pour lui donner le côté que tu n'avais pas du coup finalement. Et voilà, de se compléter. Et du coup, est-ce que Jérémy, t'estimes que c'est ça qui... déjà, le je suis perdu de la fin de chronique, il est représentatif de la vérité pour toi ? Il est réel ? Oui, oui, quelque part, oui. Après, c'est un peu difficile parce que, pour dire la vérité, j'ai écrit cette chronique déjà il y a longtemps. Donc là, tu t'es retrouvé depuis en septembre. Et c'est vrai que pas mal de gens connaissent ça, ce petit blues après les gros événements. Et moi, ce blues, il était doublé du fait que j'arrêtais mon plan d'entraînement avec mon coach. Et le fait qu'il me donne un plan d'entraînement, bon, ça allège complètement l'esprit parce que je savais à peu près à quoi allaient ressembler les séances de la semaine, parce que même si on parle de plan d'entraînement, en fait les séances elles étaient très 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 similaires de semaine en semaine, et l'entraînement c'est aussi la répétition, même s'il y a une forme de monotonie qui peut exister parfois dans à quoi ressemblent les entraînements. Je pense qu'il faut passer par là, mais c'est un autre sujet. Et ce qui était pour moi ce qui était le plus déstabilisant, c'était pas seul forcément de perdre juste cette série d'entraînements à faire, mais c'était de perdre le contact avec ce mec qui m'écoutait, qui me rassurait, le bon coach avec qui tu peux avoir des échanges réguliers, c'est une espèce de super grand frère ou de nounou, enfin tu vois, et moi j'ai pas forcément toujours les athlètes sont assez égoïstes, surtout les athlètes pur jus, hein. Tu prends un club de triathlon, la plupart des mecs vont parler de ceux qui font, s'intéressent à ceux qui font, et ils vont très peu écouter ce que fait l'autre en fait. Et c'est aussi ça qu'il y a bien dans un coach, c'est qu'il y a un vrai dialogue, certes centré sur toi, athlète, mais bon, ce côté égocentré du sport, c'est un truc qui existe quand on cherche la performance. Et c'est vraiment le truc principal qui me manquait quand j'ai arrêté l'entraînement, ouais. Moi, ça m'a fait penser aussi ta chronique à... Tu nous avais fait une chronique au début de Jogging Bonito sur le côté addictif de la course à pied aussi. Oui. Et là, c'était quel était le côté addictif que tu as repéré là dans ce que je le décrivais ? fait d'être super obsessionnel sur plein... Tu peux tomber dans le côté addictif. Et puis même, tu vois, que tu dis à la fin, tu es en manque du fait que tu avais le coach qui te... Et puis tes plans d'entraînement, et puis le coach qui est là pour te tenir la main tout le temps. Et, ouais, d'accord. Ça peut devenir addictif aussi, dans ce sens. Oui, ça m'a fait penser à ça, quoi. On en avait parlé déjà. Et après, mais ça c'est dans les addictions, il y a toujours une forme de réassurance permanente par la pratique qu'on a, ou le toxique qu'on se colle dans le sang. C'est... à chaque fois, en fait, on cherche à apaiser une sorte d'angoisse, quoi, qui est l'angoisse existentielle de qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce qu'il y a, exactement. Qu'est-ce que je fais dans ma vie. Et c'est vrai que le coaching, pour ça, pour
des personnalités comme moi qui peuvent être un peu angoissées ou... Enfin bref, c'est un côté apaisant aussi d'avoir ce plan tracé, quoi. Émir, tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon? Non, j'apprécie la dernière remarque. Ouais, je trouve que c'est intéressant de résumer la vie, c'est tellement de règles, tellement de tenants et aboutissants, tellement de variables. Enfin, c'est tellement un problème complexe que ouais, je comprends très bien. Je trouve ça intéressant de se dire que le fait de prendre un coach, finalement, c'est quelqu'un qui va réfléchir à ta place à comment simplifier tout ça. Et c'est un certain confort que de se dire, bon, bah, je réfléchis plus aux variables, j'ai quelqu'un de bienveillant qui me comprend, qui va le faire à ma place, et de se laisser porter, et que du coup, ça puisse soulager l'esprit, en fait. Et que du coup, au moment où ça se termine, bah, avoir ce fameux je suis perdu de fin de chronique. Oui, d'autant que je voulais souligner que par cette trait autobiographique que le sport pouvait être un moyen d'apaiser peut-être des traits d'angoisse ou des choses comme ça. Et je vous rassure, je veux bien. Hein. Mais que cette vision des athlètes super-héros, on revient sur le sujet de l'affichage qu'on a sur les réseaux sociaux, etc. Mais que parce qu'on est athlétos, parce qu'on cherche la performance, parce qu'on est dans la performance, on est dans la solidité, la force et toutes des valeurs de héros, quoi, hein, de héros mythiques quelque part. Hein, que tout ça, c'est peut-être aussi bien fragile et qu'il y a dans notre monde, en tout cas, où on n'est plus des guerriers véritables, le sport comme ersatz de combat, c'est aussi beaucoup de combattants qui peuvent être bien fragiles psychologiquement, et on parle de plus en plus dans le sport de haut niveau de souffrance psychologique, que ça soit par les contraintes de la vie des sportifs professionnels ou juste comment notre monde tourne et se crée aussi tellement d'objectifs, de contraintes et de stress qu'on peut finalement avoir un gros décalage entre l'affichage et tout ce que je veux dire dans ce mec qui essaye de vivre une vie parfaite d'athlète, de tout régler, tout cadrer, de montrer qu'il maîtrise tout. En fait, ce contrôle fric, il est quelque part au fond très fragile, et que quand on lui enlève toutes ses possibilités de tout contrôler, de comment il mange, comment il dort, comment il s'entraîne, et ben il y a tout son univers est déséquilibré et il peut être en grande difficulté, quoi. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, Rémi, tu peux être tranquille pour ta prochaine course, parce que moi je t'ai trouvé un support mental, logistique, tout quoi, pour ta prochaine course. Je t'enverrai Émir. Il faudra accompagnateur sur ta prochaine course. Donc tu auras une chose de moins à penser. Une chose de moins à penser. Il faut que je lui mette une pompe à vélo, parce que moi il y a du vélo dans mes courses. Ah bah alors il va falloir qu'il se mette à jour. Parce que je crois que la crevaison est un problème pour Émir sur les vélos. Pourrait être un problème. Pourrait être un problème. Pourrait, si le problème était arrivé. Quelle magnifique transition, Mordi. T'as vu? Et oui, parce qu'en fait, une course, ça peut s'expérimenter de différentes façons. Celle qu'on connaît le plus, nous, en tant que coureurs, c'est être un participant. Mais parfois, une course, ça dépend aussi des accompagnateurs qui sont là, comme support pour le coureur. Ravitaillement, suivi de course, pacer, psy, motivateur, un bon nombre de casquettes qu'Émir a endossées à quelques occasions. Merci Margie. Du coup, aujourd'hui les amis, moi je m'en vais vous raconter l'histoire d'une assistance que j'ai effectuée il y a très peu de temps, c'était pour la première fois. Donc tu m'as un poil survendu à Rémi en pensant que j'étais capable de faire de l'assistance parce que je l'ai fait une fois, bien au contraire. Je ne suis qu'un énorme débutant dans la matière, et pour une assistance aussi millimétrée que le nécessiterait un athlète tel que Rémi, je pense ne pas être armé. Mais bon, je vais vous raconter la petite expérience que j'ai dans le milieu et à quel point j'étais rempli d'émotions en la vivant. Donc je vous le disais les bonitos, j'ai vécu récemment une expérience que j'avais jamais vécue de la sorte. Je me suis retrouvé de l'autre côté. Donc de l'autre côté de l'ultra. Pour une fois, j'étais pas celui qui lutte contre lui-même, contre les éléments seul, armé de son mental et quelques pièces de tissu technique. Pour une fois, j'étais motorisé. J'étais celui qui a la chance d'apporter son soutien juste par le fait de présenter un visage familier. Celui qui a la chance de voir attribuer une valeur extraordinaire à des gestes des plus ordinaires au quotidien. Et celui dont la raison de vivre, l'espace de quelques dizaines d'heures, c'est de se dévouer totalement à une mission dont il n'est pas l'acteur central. Donc vous l'avez compris, j'ai eu l'occasion d'être l'assistant attitré pour une ultra-traileuse d'un certain renom, qui m'est cher, qui est Carole.
L'aventure se déroule fin octobre 2019 sur le Grand Raid des Cathares, une petite épreuve bien picotante de 168 km et 8000 D+. Et étant sollicité en premier lieu par Carole, j'avais pour mission centrale de la suivre et de lui apporter mon assistance sur toute la durée de la course, et pour mission secondaire d'assurer le même rôle pour mon ami Jérémy, autant que possible, qui était également sur la course. Donc j'ai suffisamment pratiqué les ultras pour connaître leur caractère imprévisible, et il me fallait donc forcément être fixé en amont et clair sur mes priorités avec eux, mais aussi avec moi-même, de manière à ne pas travailler sur des cas de conscience en plein milieu de l'épreuve. Un ultra, il me semble être une très bonne pratique, une pratique reconnue, que de sécuriser tous les cas de figure que notre expérience nous aura permis de prévoir, afin de n'avoir à affronter, en cours d'épreuve, que ceux que nous n'aurons pas pu prévoir ou ceux sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. Ça me semble vrai aussi bien pour l'assistance que pour les coureurs. Ici, il fallait que je sache à l'avance qu'en cas de pépin, je privilégierais l'assistance de Carole, et il fallait que je puisse l'acter pour ne pas avoir à consommer d'énergie à prendre cette décision par la suite, pendant l'épreuve. Donc une semaine avant l'épreuve, je reprends le fil conducteur, je me surprenais à créer moi-même des documents qui me permettraient d'assurer mon suivi pendant l'épreuve. Je me suis surpris à écrire à l'organisation de la course pour leur signaler que leur site manquait de précision. De mon point de vue, bien sûr. Des données, je trouvais que les données disponibles pour les assistants, comme les points GPS des zones d'assistance, justement, étaient manquantes. Et dans mon esprit, ça me ressemblait pas, en fait. Je me disais... Le gars qui n'avait même pas vérifié les barrières horaires sur le TMB. C'est dire, j'ai évolué depuis ça. J'ai évolué C'est vrai, c'est un petit peu, quand même. Ouais, c'était en fait la première fois que j'abordais une telle épreuve, l'épreuve de l'assistance. Et c'était évident que j'aurais des réactions en tant qu'assistant que je pouvais pas anticiper au préalable, puisque j'étais dans la vie, dès qu'on est face à une situation qu'on n'a jamais vécue, forcément on a des réactions qu'on n'a jamais vécues, forcément, ou en tout cas au moins possiblement. Et moi, ça n'a pas manqué du coup. Moi, qui en tant que coureur, j'avais pas du tout l'habitude de réfléchir aux détails, entre guillemets, logistiques. Je commençais à réfléchir aux détails en général suffisamment tard pour que je puisse me dire ce sera la surprise pendant la course. Je me trouvais là à construire une organisation carrée pour les coureurs que je suivais. Et c'était plutôt une bonne chose que ça me vienne instinctivement, parce que la surprise que j'ai tendance à m'infliger moi-même, elle est en général chassée par les ultra-trailers, parce qu'elle est reconnue universellement comme dangereuse. En général, elle est traquée, elle est chassée, elle est évacuée avec un maximum d'énergie, comme on chasse une bulle sous la protection de l'écran de notre iPhone 11, évidemment. On parlait il y a quelques instants que la surprise, elle est à l'encontre de la sécurité, et du coup, moi, je l'ai chassée autant que possible de ma logistique d'assistance. Je suis assez quand même persuadé qu'on se lance dans toute aventure avec un souhait d'en apprendre sur soi, sur la vie en général, sur soi-même. Et là, j'avais déjà une belle dose d'apprentissage à mon égard, avant même que l'aventure commence. J'étais persuadé d'arriver sur cette planète Terre pour servir le freestyle, et moi je me suis retrouvé en data cruncher pour être un assistant le plus fiable possible, juste en abordant l'assistance d'un ultra. Incroyable. En fait, à vrai dire, j'avais quand même déjà expérimenté le travail d'équipe sous d'autres formes, et dans un coin de ma tête, je m'étais déjà vu, je savais un petit peu que mon cerveau m'impose un peu une dose de sérieux, si je peux l'appeler ainsi, quand je ne suis pas seul. En équipe, il y a un sérieux qui est toujours plus important que lorsqu'il s'agit que de moi seul, tout simplement. Dans un cas où le champ est totalement libre, où je suis tout seul et où l'impact de mes actions n'a de conséquences que sur moi-même, je fais preuve du plus grand freestyle dont je peux être capable. Le freestyle dans sa forme la plus pure et la plus absolue. Mais quand c'est en équipe, quand quelqu'un dépend de moi, quand plusieurs personnes dépendent de moi, c'est différent. Donc je sais pas si vous ressentez la même chose, si vous avez... Tu mettras ça en pratique pour Jogging Bonito la prochaine fois, ok ? Alors, celui-là, je suis quand même en zone de confort, Mardi. Je suis en zone de confort parce que je sais que mon équipière, c'est-à-dire toi, tu supportes à peu près tous mes travers. ce qui me conforte dans le fait que ça va. Ah, je me suis fait avoir, quoi. Non, mais je dois le dire, je fais une digression. Je l'ai souvent très mal vécu de te donner cette chronique 8 secondes avant le début de l'épreuve, j'allais dire, de l'émission. Mais plus maintenant. Maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé.
Il va falloir que tu me rééduques là. Un petit peu, là. Il va falloir entamer ma rééducation bientôt parce que j'ai pris la confiance. C'est ça, ouais. J'ai pris la mauvaise confiance, la fameuse mauvaise confiance. Ah oui, quand on pense qu'une situation est acquise, qu'on l'a vue et revue, on prend ce qu'on appelle la mauvaise confiance quand il s'agit d'une situation confortable. Mais voilà, quand on a la responsabilité une responsabilité qui implique autrui, voilà, ça modifie. Je sais pas si vous modifiez aussi. Les bonitos, vous pouvez nous en parler. Est-ce que vous vivez ça ? Est-ce que vous-même, vous avez un niveau d'exigence envers vous ? Et un niveau d'exigence envers vous différent lorsque vous êtes en équipe ou lorsque des personnes dépendent de vous. Je reprends le fil. Donc le jour J de l'Ultra, on arrive sur place. Ma préoccupation centrale, c'est de faire en sorte que mes coureurs consomment en amont de la course le moins d'énergie possible, normal, ça me paraît bon sens. Je souhaite qu'ils n'oublient rien, j'essaye de leur rappeler ce dont ils ont besoin, qu'ils préparent correctement leur sac de délestage, et qu'ils essayent de dégager du temps pour se reposer au maximum, puisque le départ de la course se fait en fin de journée. Donc je pose un peu le décor de l'ultra dans lequel se passe cet ultra. Ça se fait dans les villages, entre guillemets, de la campagne de Carcassonne. Je ne sais pas si je peux appeler ça une campagne, vous allez comprendre. Petit clin d'œil d'ailleurs à notre animatrice de podcast préférée. Ouais, d'ailleurs ça se dit Carcassonne. C'est pas ce que je viens de dire ? Non. J'ai dit. Il faut dire toutes les lettres, elle te l'a dit c'est tout à l'heure. ça, pareil, tu vois. Ah, Carcassonne. Et il faut dire Carcassonne, voilà. C'est ça ? Carcassonne, ouais. Voilà, Carcassonne. Attends, si on suit la logique de en est de tout à l'heure, il faudrait dire Carcassonne. Ouais, mais c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça quand même, la prononciation. Bon, écoute, ça se passe dans la campagne de Carcassonne. Ouais, voilà. Voilà, je suis un local maintenant, ça y est, je m'adapte. Voilà, donc dans cette zone-là, donc les points de ravitaillement, ils sont nommés par l'organisateur que par des noms de villages. Et j'espérais que que ces villages étaient suffisamment petits pour que je puisse me garer à l'endroit GPS approximatif et pouvoir repérer en quelques minutes, voire en quelques secondes, où se trouvait le passage des coureurs. Parce que dans ce pays, les routes sont très étroites, elles sont tortueuses, et c'est le genre de route où il faut ralentir et les mettre 2 pneus dans l'herbe sur le bord de la route dès qu'on veut croiser une voiture. Vous voyez un peu le topo, quoi. Donc j'emmène mes coureurs au milieu de la pampa pour un départ qui est intense, comme tout départ d'ultra, me direz-vous, si vous avez déjà vécu des départs d'ultra. Donc les coureurs, ils sont pleins de calories, pleins d'enthousiasme, leur vitesse au début elle est redoutable, en particulier quand on est accompagnateur, puisque eux, effectivement, ne sont pas motorisés aussi bien que moi, ils sont motorisés que par leur biomécanique, là où moi je possède un outil que l'homme a créé pour se déplacer dans l'espace en ne consommant qu'un minimum de calories, un outil en plus qui ne fatigue pas. Une bagnole en gros, on a compris. Et bien que du coup je dispose d'un avantage certain, ce véhicule, j'ai systématiquement 2 à 3 fois plus de kilomètres à parcourir sur des petites routes tortueuses dont je viens de parler que mes coureurs, et que je devrais, une fois arrivé à chaque ravitaillement, retrouver en identifiant leur lieu de passage. Et je sais qu'aussi, plus tard, j'aurai une autre problématique qui sera mon sommeil à gérer. Donc tout ça, ça me travaille un peu. Donc le départ des coureurs est maintenant donné, et le mien aussi, et j'ai mes outils, et j'ai mes responsabilités pour venir à bout de ma mission. Donc mes outils, c'est très simple. J'ai un smartphone avec une connexion internet, qui, je le découvrirai à mes dépens, dans la zone est super fluctuante, qui est muni bien sûr d'un GPS et de l'application de suivi live des coureurs. Deuxième outil, j'ai un document, mon fameux document qui me permet de connaître les kilomètres qui séparent les points de ravitaillement, le D+, le D-, et évidemment du coup la localisation de ces points de ravito. Et enfin un véhicule dont le siège avant-droit me sert de coffre à bagages qui est blindé d'attirail de trailer et blindé de calories. Une petite anecdote un peu amusante de cette histoire, j'ai jamais trouvé comment faire fonctionner le chauffage de ce véhicule de location. Et du coup, l'intérêt de toute aventure, c'est aussi de devoir composer un peu avec les petites choses désagréables qu'on n'aura pas prévues et qui donnent leur petite dose de sel à l'histoire. Et là, t'as fait de l'ultra aussi, toi. J'ai fait, voilà. Et là, ce froid, il m'aura accompagné tout au long des 2 nuits qui m'attendaient à cause de ce chauffage qui marchait pas, que j'ai pas réussi à faire marcher. Bref. Et donc mes outils, voilà, très simple, un smartphone, un document, un véhicule, et mes devoirs, mes responsabilités que je me suis donné, c'était tout simplement de présenter mon visage familier sur les points stratégiques qui constituent les ravitaux, puisque c'est déjà une aide en soi que d'être un visage familier sur une épreuve comme un ultra, d'anticiper les arrivées de mes coureurs sur les ravitaillements et de présenter l'équipement et l'alimentation à leur fournir à chaque passage, il y a le moins d'efforts à faire,
Peupler les réseaux sociaux d'instants de course, donner des nouvelles aux proches qui en réclament, que ce soit via les réseaux sociaux ou même via des méthodes plus directes comme le téléphone ou les SMS. Et bien sûr, récolter les encouragements en ligne, les redistribuer aux coureurs et encourager les personnes qui suivent en ligne à eux-mêmes envoyer des messages aux coureurs pour les rebooster pendant la course. Donc ça fait tout un tas de responsabilités en fait, des responsabilités physiques sur place, mais aussi des responsabilités un petit peu en ligne, puisque maintenant on vit un petit peu ça comme ça, les courses. On a tendance de plus en plus à avoir nos proches derrière nous qui peuvent pas faire le déplacement, mais qui suivent via ces applications modernes à l'aventure. Donc, ça étant dit, ma mission en tête, je me dirige vers mon premier ravitaillement, avec quand même un certain stress, qui est le stress, qui est une émotion qui m'envahit habituellement que quand j'ai de gros doutes sur ma capacité à être à la hauteur dans une situation où je suis attendu. Et là, bien que je sois familier de l'exercice de l'ultra en tant que coureur, je ne le suis pas du tout en tant qu'accompagnateur. C'est incroyable, l'exercice est tellement différent que j'ai que mon bon sens, finalement, ce que j'estime bon, mais j'ai aucun repère basé sur l'expérience, ce qui est très troublant. J'arrive en vitesse au premier point de ravitaillement, où il fait déjà nuit, et il m'a été super simple de trouver le point de ravitaillement, puisque les lieux de passage là-bas sont à taille humaine. En revanche, première surprise, je n'ai absolument aucun réseau mobile. Donc pas de GSM, pas de 4G, rien du tout, ce qui va m'empêcher de réaliser un de mes premiers devoirs que je m'étais affecté, qui était de donner des nouvelles. J'étais départ de course plusieurs heures après le départ de course dans le noir total. Personne ne pouvait me demander de nouvelles ou compter sur moi pour ça. Je voyais rien, dans le noir. Donc j'ai ressenti un manque, bien sûr, un manque qui est en fait, on a le réflexe de sortir cet écran, qui est ce smartphone de sa poche, qui est plus qu'une brique inerte du coup, et que je rangeais aussitôt à chaque fois quand je me rendais compte que ça servait à rien. J'étais complètement coupé du monde. Et après quelques minutes, j'ai redécouvert ce que c'était que de ne pas avoir de smartphone. J'étais plongé dans la nuit noire, en train de réfléchir à la vie. Et c'était ça, en fait, c'était ça quand on n'était pas connecté avant. Je suis revenu dessus, c'était étonnant. À mon poste, donc, positionné au moment du passage des coureurs, il y a les frontales qui succèdent de plus en plus vite, et puis c'est au tour de Carole, qui arrive plus vite que je le pensais. Elle est en pleine forme, c'est une joie de la voir, et ce sera encore davantage une joie de la voir dans les heures à venir. 15 minutes après, j'ai Jérémy qui arrive, donc je constate qu'il y a déjà 15 minutes d'écart au premier ravito, ce qui m'indique de manière plutôt nette que je pourrais pas physiquement être présent pour les deux dès le troisième ravito. Ça, c'est la vie de l'ultra, c'est la vie de l'assistance en ultra. La réalité se trouve souvent pas être la plus belle des versions imaginables, et pour autant, il faut composer avec. Je me fais à l'idée que je pourrais pas les croiser physiquement tous les deux, et je poursuis. Je prends la voiture, je roule au hasard car mon GPS fonctionne pas sans réseau, et dans un coin de ma tête, j'ai le stress qui est un peu irrationnel quand même de ne pas arriver à temps au ravito suivant, puisque je ne savais pas du tout où j'étais en train de me rendre. Et heureusement, après 20 minutes à rouler au hasard, j'ai eu un peu de réseau qui m'a permis de retrouver ma route. J'avais plutôt roulé dans le bon sens, fort heureusement là-bas, ça ne part pas dans tous les sens, il y a assez peu de route. Pendant ce temps-là, il y a le froid qui m'attaque, que ce soit dans la voiture, puisque je sais pas mettre le chauffage, ou à l'extérieur. Mais bon, il y a ce côté d'abnégation, puisque je suis pas là pour moi, ce que je ressens, je me dis que c'est tout à fait secondaire. La seule chose qui pourrait me mettre des bâtons dans les roues, je sais concrètement que c'est le sommeil. C'est le cas pour moi en tant que coureur, je sais que j'ai des difficultés là-dessus, et je sais pertinemment que ce sera le cas aussi en tant qu'assistant. Mais le froid, secondaire. Un minimum d'abnégation me permet de passer au-delà. Deuxième ravito, je retrouve Carole et Jérémy, mais comme prévu, l'écart il devient trop important pour que je puisse continuer de les suivre tous les deux dès le troisième ravitaillement. Donc la petite déconvenue, voilà. Bien que la situation, je l'avais prévue et simulée, je suis quand même assez tiraillé, mais l'avantage d'avoir réfléchi en amont, c'est que je sais exactement quoi faire. Donc là, je continue, je fais du calcul mental, voilà, pour savoir à quelle heure je vais retrouver Carole au prochain ravito. Je suis aidé, ou pas vraiment aidé plutôt, par les estimations approximatives des applications de suivi live, des applications qui ont haut potentiel de confusion d'ailleurs pour le commun des suiveurs, puisque certains ont tendance à croire, à tort, certains ne sachant pas que les coureurs n'ont pas de balise GPS dans leur sac à dos, ont tendance à croire que l'estimation donnée par les applications de trail, c'est leur position en temps réel, ce qui est totalement faux. Donc il y a un potentiel confusion qui est gigantesque. Mais bon,
Ces approximations de l'application viennent s'ajouter sur le fait que les kilomètres des ravitaillements sont parfois inexacts sur les ultras. Ça, on le sait, c'est souvent le cas pour ceux qui ont fait de l'ultra. On n'est jamais, il y a parfois 2 km de rab, parfois 2 km de moins, parfois plus, parfois moins, bref. Les organisateurs sont amenés pour des raisons X ou Y à parfois faire varier un tout petit peu le profil tel qu'il est documenté. Au 3e ravito d'ailleurs, je reçois un SMS de Carole qui me dit qu'elle arrive dans 5 minutes. Et donc là j'arrive, j'ai 30 minutes qui passent et il n'y a rien, donc là je commence à psychoter. Je me demande si elle est passée en fait, si je l'ai loupée, je me demande si elle est passée mais qu'il y a une défaillance du chronométrage, donc je vérifie sur l'application, je vois qu'elle n'est pas passée. Je me demande si l'application n'est pas à jour, parce que peut-être qu'il n'y a pas de réseau dans la montagne, donc s'il n'y a pas de réseau, ça veut dire que le chrono l'a vu passer, mais que ça n'a pas mis à jour le site. Donc je demande aux bénévoles s'ils expliquent, je demande aux bénévoles qui m'expliquent combien de femmes ils ont vu passer, ils m'expliquent qu'il y a 2 femmes qui sont passées, mais du coup je me demande si Carole elle est dedans ou pas. Ça se trouve elle est passée, ils l'ont pas vue, bref. Après 20 minutes à me questionner, je me dis que je vais reprendre la route et je vais aller au ravito suivant, pour ne pas la manquer. Et j'avais la tête complètement remplie d'un vent chaotique d'émotions et d'hypothèses qui n'arrêtait pas de me siffler dans les oreilles. Et je me suis tellement embrouillé que je suis en train de me demander qu'à ce moment-là, pourquoi Carole m'envoie pas de SMS, puisque je suis inquiet, et je suis paumé en fait à la suite de l'indication précédente. Mais là je me reprends, parce que je me dis qu'elle est carrément pas là pour m'aider ou pour assurer mon confort, en fait, c'est exactement l'inverse. En quoi est-ce que je devrais attendre d'elle un SMS ? Et d'ailleurs, je me dis qu'elle a déjà bien assez à faire, son ultra, voilà, c'est déjà pas mal. Plutôt que pour penser à m'envoyer un SMS, et que c'est carrément à moi d'absorber les éventuels loupés dans la communication, sans qu'elle ait à ressentir de ma part la moindre once de négativité. Donc clairement, je me reprends, et aucun problème, je prends ça sur moi. Voilà, j'apprendrai bien plus tard, du coup, que en fait, je l'avais pas loupé. C'est que son indication des 5 minutes était erronée, parce que voilà, elle a dû discuter avec des coureurs qui avaient autour d'elle, qui lui ont dit « Ouais, on est bientôt arrivé », mais en fait, on connaît de temps en temps, on croit qu'on est bientôt arrivé, puis ensuite, il y a une montée de la mort, et puis voilà, et puis 45 minutes après, on n'y est toujours pas. Mais bon, peu importe, elle allait bien, et c'était le principal. J'arrive au ravito suivant, et je constate qu'il y a un petit peu d'effervescence, je suis en avance, donc je me gare, j'attends, et là, il y a le sommeil, le fameux, qui m'emporte. Et dans un moment dont j'arrive à peine à me souvenir, je sais que Carole m'appelle sur mon téléphone, je lui dis je suis pas loin, mais je suis en train de dormir, et j'étais à peine conscient à ce moment-là. Et je me réveille 1 heure après, et là je me rends compte de ce qui s'est passé, je réfléchis, je me dis ah mince, je viens quand même de dire à Carole que je l'assistais pas sur le ravito, et du coup je l'ai loupé sur 2 ravitaux consécutifs. J'étais vachement affecté à ce moment-là, je me demande si je suis déjà en train de faiblir, en fait, alors que c'est le début finalement, c'était que le 4e et le 5e ravito, si mes souvenirs sont bons. J'ai un peu peur d'échouer déjà dans ma mission, alors que l'épreuve elle vient à peine de commencer, je suis déjà en train de m'endormir. Donc là, ce passage m'a beaucoup affecté, parce que voilà, je me suis vraiment remis en question, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de mon truc ? Vraiment, c'était difficile à vivre. Bon, du coup, je vais au ravito suivant, en voiture. Ça me travaille beaucoup tout ça. Puis je vois Carole finalement qui semble impeccable, elle va super bien, elle a l'air satisfaite de me voir, donc ça m'apaise un petit peu. Le temps passe, ça continue. Jérémy et Carole avancent de moins en moins vite, puisque là ça fait déjà quand même plusieurs heures, on approche de la 10aine d'heures, et donc voilà, ils vont de moins en moins vite. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup moins de pression, surtout avec l'arrivée du jour, puisque en fait, le temps qu'ils mettent pour arriver au ravito suivant, moi ça me laisse énormément de temps pour le parcourir en voiture, et les voir arriver, faire mon calcul mental, etc. Donc le gros de leur épreuve à eux, il est devant, puisqu'ils sont fatigués et qu'il reste encore énormément de kilomètres, alors que le gros de mon épreuve à moi, il est derrière, puisque la pression du départ est passée, et que j'aurai du coup le temps de m'occuper de la seule chose qui pouvait me faire défaillir, qui était le sommeil. Donc, les ravitaux s'enchaînent, je croise Carole, je cours, je roule, je cours pas pour le coup, je croise Carole, je roule, je fais mes calculs mentaux, avec plein de variables. Alors, il reste tant de kilomètres à plat, il y a tant de dénivelé positif jusqu'au prochain ravito, tant de dénivelé négatif, plus le coefficient fatigue, plus le coefficient de jour-nuit, bref, je calcule tous ces trucs pour savoir à peu près quand attendre. Et donc,
je vis dans la voiture, en fait. Pendant ces 30 heures, mon véhicule, c'est ma maison. J'y dors, j'y mange, je me nettoie comme je peux, je m'y occupe comme je peux. C'est pas confortable, mais ce sont les conditions pour remplir ma mission, donc c'est complètement ce que je suis venu chercher et je le vis pleinement. C'est un peu une tranche de vie dans laquelle je suis conditionné, et dont les tenants et aboutissants sont simples, et où les règles du jeu sont simples. Je m'en rends compte et je l'apprécie. On en parlait il y a 2 secondes. Se simplifier la vie, on en parlait avec l'exemple du coaching, se simplifier la vie de temps en temps, réduire ses règles à des choses toutes simples, du genre, mon but, c'est d'aller au prochain ravito avant telle heure, et ça pendant 30 heures, ça a un côté apaisant, de savoir que c'est accessible finalement, que les objectifs deviennent extrêmement simples pendant 30 heures. Alors du coup, alors que à ce moment-là, il nous reste à peu près 2 tiers, on a fait 2 tiers de course, et je croise une Carole qui commence à être fatiguée, puisque aussi solide qu'elle puisse être, à un moment donné, sur un ultra, on a tous des coups de mou, et donc j'essaye, et c'est le premier point de l'assistance, de mon assistance, où je dois trouver des mots pour lui permettre de continuer l'aventure, lui permettre de se raccrocher à ce qu'elle a fait, ce qu'il lui reste à faire. C'est un moment difficile, et je trouve que c'est une science complexe de savoir parler à un coureur quand on est l'assistance, parce que ça nécessite une relation et une communication qui est vraiment solide entre le coureur et l'assistant. Donc j'essaye de lancer des mots qui donnent du courage, j'ai une tête positive, je souris, je fais en sorte d'effectuer les gestes qui pour moi sont très simples et qui pour elle sont devenus très compliqués, à savoir aller chercher une bouteille d'eau, nettoyer les pieds, aller chercher le sac à la base de vie, écouter aussi évidemment, c'est important. Donc tout ça étant fait, Carole repart et l'enchaînement des ravitaux se poursuit. Mon objectif, c'est de surveiller son moral, venir la chercher un peu avant les points de ravitaillement, pour l'accompagner avant, pendant quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres dès que je le peux, pour au ravitaillement la délester de son sac ce dont elle a plus besoin et mettre dans le sac ce dont elle aura besoin sur la portion suivante. Donc c'est la frontale, les piles de frontale, le rechargement des gourdes, la nourriture, les réserves de nourriture dans le sac à rajouter, à enlever, etc. Donc je laisse gérer son temps de repos sur le ravitaillement et moi je me concentre sur la logistique de son sac. Donc le temps passe, je suis Jérémy via l'application, parce que je ne l'oublie pas, je ne suis plus là pour lui physiquement, mais il est là dans un coin de ma tête et il m'occupe énormément. Donc je lui envoie des messages et à défaut d'être à ses côtés, j'essaye de le motiver comme je peux via SMS. Et je motive aussi son entourage, c'était une des missions que je m'étais fixée via les réseaux sociaux pour lui envoyer le plus de messages possible, parce que je me dis que ça peut faire la différence. Je me dis que des SMS dans les moments comme ça peut se révéler essentiel pour recharger tes batteries mentales quand on est dans des moments aussi difficiles. Voilà. Donc Jérémy m'envoie quelques messages parfois quand il trouve le temps, et je communique en cherchant les mots les plus chargés d'ondes positives que je peux pour l'aider à continuer son aventure, même à distance. Donc là, la 2e nuit arrive et la fin du périple de Carole approche. Exténué, je m'endors, encore une fois, sur le parking de l'aire d'arrivée. Et une arrivée que Carole, finalement, aura franchie seule, en compagnie du speaker et de 2 autres personnes. Parce que oui, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais l'arrivée d'un ultra, les arrivées d'ultra, la réalité de ces arrivées, c'est que quand on est en pleine nuit, c'est un accomplissement qui pour le coureur est extraordinaire après ce qu'il vient de vivre, mais elle est vraiment illustrée que pour soi, au fond de soi-même, parce que le monde réel, lui, continue de tourner, et que la nuit, en fait, les gens dorment, il n'y a plus personne pour encourager. Il reste un speaker qui lui aussi commence à être fatigué d'être là. Ce qui le tient debout, c'est son contrat. Et éventuellement 3 autres bonhommes qui se battent en duel. Mais une arrivée d'ultra en pleine nuit, ça n'a absolument rien d'épique. Et y compris quand le coureur a fait une performance exceptionnelle. En tout cas à son échelle. Bref, une fois Carole arrivée, elle m'appelle, je vais sur l'aire d'arrivée où je la retrouve, je la récupère, on va en voiture, et ce qu'on décide de faire, c'est de revenir sur nos pas, sur l'ultra, pour tenter de croiser Jérémy sur un des points de ravitaillement précédents, donc sur lequel on arrive, et là encore l'application, on se base sur les estimations, et on l'attend 30 minutes, il ne passe pas, donc on commence à s'inquiéter, mais c'est juste qu'au final, il sera passé 5 minutes après, qu'on ait décidé de partir. Et on a décidé de partir parce qu'on était tout simplement obligé, à cause du fait, encore la réalité de l'assistance,
à cause du fait que j'avais un véhicule de location, que j'avais 1 heure pour le restituer et qu'ensuite je devais monter dans un train pour rentrer à Paris. Voilà. Donc c'était ma première assistance, c'était une expérience à 100 à l'heure, c'était un cocktail agréable de réussite, de loupé, de joie, de frustration, de soulagement, de tiraillement et au final de bonheur intense. Tout ça, ça crée un moment unique qui est construit par des variables qui n'ont cessé de fluctuer pendant toute la durée de l'épreuve pour au final graver cette histoire telle qu'elle s'est déroulée dans le marbre. Et l'histoire se poursuit d'ailleurs quelques jours suivant l'épreuve via les réseaux sociaux. Donc une fois que les coureurs se sont reposés, et que l'assistance également, il y a ce sentiment d'accomplissement du finish, les photos, les souvenirs qui feront revivre, continuer de vivre ce moment incroyable pendant plusieurs jours. Donc je peux vous le dire les amis, j'ai vécu des émotions intenses lors de ces quelques 30 heures, et si c'était à refaire, je le ferais avec grande joie, et je vous invite vraiment à vous lancer dans ce genre d'épreuve. Si vous avez des amis qui décident de se lancer sur ce genre d'épreuve, les vivre en assistance, si vous avez l'habitude de les vivre en tant que coureur, c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante. J'allais te demander si tu voulais le refaire, mais tu as répondu à la question. Oui. Et toi Rémi, t'as déjà vécu ça ou pas ? C'est pas aussi intense ou aussi long parce que les triathlons ça dure pas 25 heures hein. Mais oui, j'ai déjà eu la joie de soutenir un de mes meilleurs copains qui est un athlète de très bon niveau sur des grosses courses et où il y avait en plus pour lui le challenge de jouer la gagne hein, donc en amateur en tout cas et donc de tout le temps lui donner les intervalles avec les autres concurrents, combien se trouvait le mec devant, combien se trouve le mec derrière, d'être au taquet là-dessus, de faire plein de calculs mentaux comme décrit Émir, et de savoir être là au moment du passage sur le parcours, et ouais, j'ai un peu vécu ça sur des plus petites échelles, mais je vois l'idée, et je me souviens que c'était beaucoup d'énergie, et que il y a ce côté nouveau d'un truc qu'on n'a pas l'habitude, où on n'a pas forcément de routine, où on veut être super aidant et ça prend plein d'énergie qu'on donne à quelqu'un d'autre et c'est bien, ouais, c'est bien. Et moi je pense, je l'ai fait aussi, bon pas aussi important qu'Émir, aussi pas aussi long et tout ça, mais finalement être en support, c'est quand même pas si facile que ça, hein. C'est une position super délicate, moi je trouve, hein. Tout à fait. Ouais, je sais pas si c'est ressorti dans ce que j'ai dit, mais oui, c'est très fatigant. C'est très très fatigant. Bon, évidemment moins que le coureur, hein, on va pas se mentir, mais ça reste. Mais même sans parler de ta fatigue physique à toi, je pense c'est difficile parce que tu dois tu fais tout pour une autre personne et tu sais pas forcément si ce que tu fais tu le fais bien. Oui. Parce que tu sais que tu as en face de toi une personne qui est dans le dur, normal, qui va être dans le dur en tout cas à un moment donné. Ouais. Et toi, ton but c'est de ne pas l'enfoncer encore plus, mais malheureusement tu sais pas si ça va pas être le cas. C'est ça, tout à fait ça. Ouais, c'est super difficile de trouver les bons mots parce que face à des gens en difficulté, je me souviens que sur cette même course que j'avais suivie qui est Challenge Roth 2017, j'avais d'autres copains qui faisaient des bonnes performances mais qui ont vraiment tapé dans le mur grave sur le marathon et effectivement quand ils disent putain j'en ai ras le cul, vraiment j'en ai plein les bottes, c'est quoi ces sports de merde, plus jamais je fais ça et tout et que toi t'es là tout sourire, mais non c'est génial, vas-y c'est super ce que tu fais, tu t'en sors bien, c'est top, tu vas faire un bon chrono. Et les mecs, ils sont dépités, ils ont envie de tout jeter et tout, même s'il reste 3 km, ils en peuvent plus, ils ont des cloques et tout. Et c'est vrai que on peut pas avoir non plus moi professionnellement, j'ai beaucoup cette relation de communication avec les gens, de les soutenir dans la difficulté, etc. Et il y a on peut pas, j'ai pas l'expérience, je n'arrive pas à transférer ce que je sais faire professionnellement dans le sport. Je ne peux être qu'une pom-pom girl bêtasse
et de dire ouais top, super, méga top. Je n'arrive pas à transcrire mes astuces. C'est marrant, parce que j'allais te dire ça doit t'aider du coup, mais non en fait. Pas forcément. Ouais. Dans le support au quotidien, parce que ça c'est toujours avec le même copain très bon Antoine, on est plus parfois au cours de discussion, le soutenir dans ses choix d'entraînement, l'aider modestement quand il en avait besoin, tous ces moments où on a plus ou moins besoin d'écoute, d'échange. Hein. Là, je réfléchis très fort à mes mots. Là, je peux me servir d'une habitude professionnelle, mais dans l'émotion, les hormones, le stress d'une course et l'instantanéité, parce que c'est ça on a aussi. vu sur le rythme un peu en dents de scie des mires, il dit allez, je vais à ravito, je fais mon trajet en voiture où j'ai froid, je fais mon ravito, tout ce rythme un peu en vague que décrit Emir sur les courses. On l'a, des longs temps morts entre les moments où on se déplace d'un point à un autre, où on va pouvoir voir l'athlète qu'on suit, le coureur et tout, et la brièveté du moment qu'on passe avec, ça fait forcément un chaud-froid émotionnel qu'il faut gérer, quoi. Ouais. Et je me posais la question, moi, est-ce que vous pensez que le fait de connaître la personne, c'est un atout ou pas pour aider quelqu'un ? Ouais, carrément. Je trouve que c'est... Tu crois ? C'est un atout pour un moment en particulier. C'est celui où il faut lui dire les bons mots pour qu'elle puisse continuer quand elle est dans le dur. Parce que c'est vrai que le reste, c'est un plus de connaître pour assurer la logistique, c'est-à-dire lui donner les bonnes choses au bon moment, donc les bons aliments, les bonnes choses selon ses petites habitudes. Si tu connais ses petites habitudes et c'est que la personne a envie, tu vas pas avoir besoin de lui faire dire. Tu peux lui donner les bonnes choses au bon moment, mais c'est pas nécessaire, je crois. Ce qui est le plus nécessaire, ça reste trouver les mots pour booster la personne au bon moment en fonction de la situation dans laquelle elle est. C'est ça qui est l'avantage indéniable dans le fait de connaître la personne. Mais ça peut pas être aussi un inconvénient dans le sens où tu vois, vous vous connaissez tous les deux et elle va te dire non mais là moi j'en peux plus du tout, tu vois, est-ce que tu vas pas avoir je sais pas, comme tu la connais et tout, tu vas être un petit peu attendri par la chose et du coup tu vas peut-être hésiter à la pousser, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ? C'est très intéressant comme remarque. C'est vrai que ça peut être une difficulté. C'est vrai que quand tu as une certaine distance avec la personne, tu peux lui dire, tu as plus de poids dans ce que tu vas lui dire et éventuellement elle va te récupérer plus de valeur de ce que tu vas dire. C'est vrai que quand on est trop à l'aise avec la personne, on perd en pertinence. Ça va être peut-être difficile d'être et puis ça va peut-être être difficile d'être dur avec la personne, dans le sens dur. C'est un peu parce que tu sais que lui il veut finir son truc et tu sais qu'il est dans le dur et qu'il a plus envie de finir par exemple, mais il va t'en vouloir à la fin si tu l'as pas poussé plus, tu vois. Je vois. C'est vrai que c'est plus dur. C'est plus dur dans ce genre de cas. C'est un peu comme qu'on est trop à l'aise. Enfin, il y a plein de situations où les gens sont trop à l'aise avec d'autres et que du coup ça crée une situation plus difficile, notamment des enfants trop à l'aise avec leurs parents et puis du coup ils remettent en question l'autorité, alors que si tu leur mets un étranger, tout à coup ils le font pas. Voilà, c'est juste pour illustrer, hein, ça n'a rien à voir. Je compare pas un coureur avec et un assistant, un parent, un enfant, mais c'est pour illustrer. C'est tout aussi épuisant. T'étais pas loin. Peut-être. Mais oui, c'est aussi dans un couple, par exemple. Parfois on peut être trop à l'aise, du coup on se met à gueuler, on se met à lâcher toutes les émotions, alors que si c'était avec un ami, on aurait moins tendance à... tu mettrais un filtre. On mettrait un filtre, puis aussi peut-être qu'on se tiendrait plus et qu'on resterait plus dans un mental de je veux pas le décevoir, tu vois. Il y aurait une autre énergie. Je pense qu'effectivement il y a une énergie qui est différente quand l'assistant a une certaine distance. Peut-être. Moi, le Playboy m'avait suivi sur le 50 miles. Il pouvait courir avec moi sur la fin. Et je me souviens qu'avant de faire la course, j'avais dit surtout, tu me laisses pas arrêter. Hein. Mais il disait mais non. Et je disais mais tu sais que si vraiment je suis dans le dur et que je te le dis, tu vas me laisser, tu vas me croire. Hein. Tu sais, j'avais peur qu'il ne me pousse pas assez, quoi. Parce qu'il me, tu sais qu'il peut s'attendrir, quoi. Voilà. Il peut s'attendrir et te pousser assez. Ouais.
lui faire trop peur et qu'il ait trop peur que je sois vraiment mal et que... C'est super intéressant ça, je trouve. Parce que c'est comme si en fait, moi ça me fait penser à des prospectives de fou dans le futur, tu vois. Genre tu sais que ta conscience va se barrer en couille, donc tu la prends au moment où elle est totalement intègre, tu la positionnes dans quelqu'un d'autre pour que lui te la redonne au moment où toi tu l'auras plus. C'est quand même c'est quand même super stylé ça. C'est absolument génial. Donc tu lui dis quand j'ai plus ma lucidité, c'est toi qui sers à me rendre lucide, donc t'oublies pas et tu me laisses pas te dire ce que je te dis maintenant que j'ai pas envie de te dire. Voilà. C'est absolument. Ouais, j'avais vachement peur qu'il soit pas assez fort de me pousser. Quoi. Ouais. Tu prévois que le toi-même du futur va aller à l'encontre de tes intérêts en fait. C'est ouf. Voilà. Ouais. Sur ce thème de la gestion de l'abandon, est-ce que dans ton fichier Excel, tu avais prévu ça, la gestion de l'abandon? Est-ce qu'il y avait un mot-clé comme si vous faisiez un truc extrême et qu'il y aurait un mot-clé pour genre tomate pour arrêter d'étrangler l'autre? Est-ce que si elle t'avait dit le mot-clé tomate pendant l'ultra, est-ce que c'était vraiment signe qu'il n'y avait plus de négociation, qu'il fallait arrêter? Vous aviez briefé ça? Ah moi non on n'avait pas ça parce que on n'avait pas le cas de figure où elle risquait d'abandonner. Il y avait pas ça. Tu pourras le rajouter la prochaine fois. Ouais, carrément. Ouais. C'est marrant ça, le safe word. Eh oui. Le safe word. Ouais, c'est mais un peu dans comment d'autres savoir contextes. si elle veut vraiment l'utiliser, tu vois? Comment savoir? Ouais. Parce que quand elle sera sur la course... Si tu choisis ostracisme, ça va pas sortir. Donc, ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Faut trouver un truc qui est difficile à sortir. Quoi. Voilà. Mais sur ce point difficile de la gestion des abandons, je pense qu'il y a un truc une recette qu'on peut quand même toujours utiliser, c'est que quand on pense à abandonner, de toujours se donner du temps avant d'arracher le dossard, quoi. Ah oui. Il faut toujours et plus long encore que dure la course, il faut se donner encore plus de réflexion, parce que moi quand j'ai arraché des dossards, ma conclusion d'après course c'était ouais, t'as eu un point dur physique et mental et tout ça, ok, et il y avait vraiment des situations critiques, hein. Mais une heure plus tard, ça allait mieux et c'était pas que l'apaisement d'avoir enlevé le dossard. Donc il y a je pense toujours des rythmes, des vagues naturelles qui nous traversent dans les longues épreuves, et il faut, quand la volonté d'abandonner arrive, il faut savoir se donner en tout cas une zone tampon de temps avant d'être ferme sur sa décision. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, en ultra, je donne souvent ce conseil qui pour moi est essentiel. C'est si on a la possibilité, bien sûr, c'est de se poser suffisamment longtemps ou de dormir avant de poser un dossard. Si on a la possibilité. C'est-à-dire, souvent, je vois des abandons d'ultra de gens qui arrivent à une base vie et qui droppent le dossard à la base vie. En arrivant. Immédiatement. Mais non, pour moi, tu dors. Ensuite, tu vois si tu veux dropper le dossard. Je pense que c'est un game changer limite de dormir, parce que tu reshuffles les cartes en fait dans ta tête, et tu peux inverser une envie non lucide d'abandonner, carrément. Et pour en revenir à l'histoire d'être un accompagnateur, est-ce que le fait d'être un coureur, donc d'avoir déjà été participant sur les courses sur lesquelles on va accompagner, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Ou est-ce qu'il y a des deux? Pour moi, enfin, là, à chaud, sans avoir posé le sujet, parce que j'y ai jamais réfléchi, je te dirais, je vois difficilement des inconvénients, dans le sens où quand tu as quelqu'un qui te comprend, qui a vécu ce que tu as vécu, il y a quand même plus de chances qu'il agisse bien que l'inverse, je suppose. Après, évidemment, il va y avoir des gens qui vont plaquer ce que eux voudraient en ultra quand ils sont coureurs sur toi, et que du coup, comme vous n'êtes pas pareil, ça marche pas. Mais d'un autre côté, si la personne elle a pas couru, peut-être que la personne qui a pas couru sera plus à l'écoute finalement, parce que vu qu'elle c'est ce que je pense. Ou peut-être qu'elle se mettra pas à la place du coureur parce qu'elle sait pas, donc elle va peut-être avoir tendance à pas avoir suffisamment d'empathie. Je peux témoigner d'accompagnants qui connaissent rien au sport. Ouais. C'est nul. Ça fait plaisir de voir leur tête, mais ça va être pas beaucoup. Ok. Ouais. Quand c'est dur, notamment.
quand c'est le milieu de la nuit, tout ça. Mais je pensais, moi, par exemple, aussi que si on est coureur, on va peut-être minimiser les difficultés pour la personne. Parce qu'on l'a déjà vécu, ou par exemple, si tu as fait des ultras qui sont plus longs et tout, tu leur dis, mais non, c'est bon, hein, tu peux le faire. Et puis peut-être que tu te rends pas compte, tu l'écoutes pas vraiment. Et c'est vraiment pour la personne qui est en train de courir. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Margie? T'as une anecdote qui... Non, Non, pas particulièrement, mais je pensais à ça, je sais pas. D'accord. Ben, je vois pas pourquoi on minimiserait son effort si on l'a déjà fait. Parce que si on l'a déjà fait, à la rigueur... Parce qu'on le transpose à soi-même, peut-être, et pas assez à la personne qui est en face. Ah ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Il y a un petit syndrome de supériorité dans ce propos ou... On dirait un peu comme Non. Ah non, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Non, je sais, on sait bien, c'est une Avec blague. le piège, C'est vraiment pas ton genre, Margie. Non, mais c'est le côté juste, tu sais, de en fait vivre la course à travers la personne, alors qu'en vrai, c'est pas ta course à toi, c'est la course à la personne qui est en face, et du coup, c'est ce que je veux dire, quoi. Transposer ses expériences sur la personne qui est en train de courir, quoi. Oui, ça c'est vrai qu'on n'est jamais dans la... De toute façon, on n'est jamais dans la tête de l'autre, hein, que ce soit dans n'importe quelle situation humaine. On peut que dialoguer pour essayer de trouver une réalité commune, mais on saura jamais ce qu'il y a dans la tête de l'autre, 100%. Hein. C'est sûr. Bon, enfin, j'aimerais terminer en vous demandant si vous, en tant que participant d'une épreuve, est-ce que vous aimez avoir des accompagnateurs? Alors, écoute, moi je l'ai. Est-ce que j'en ai déjà eu, mais ponctuellement et pas sur la totalité d'une course. C'est juste qui sont apparus à certains ravitaux et je trouvais ça super agréable. Mais j'ai jamais fait la démarche de demander à quelqu'un de me suivre de A à Z et d'être mon accompagnateur de A à Z. J'ai eu des surprises de potes qui sont venus, notamment Wari, si t'écoutes ça, je te gros big up parce que tu sais exactement de toi que je parle. Qui est venu par surprise et nous apporter une assistance comme ça avec de la bouffe. Enfin, c'était absolument génial. Déjà de voir une tête connue à laquelle tu t'attends pas, et en plus d'avoir franchement des ravitaux qui sont géniaux, qui te changent de ce que tu as sur toi, de ce que tu as sur la course. C'est génial. Je trouvais ça génial. Après, je pense que je suis quelqu'un qui fait aussi très bien sans, mais c'est un énorme bonus. Il n'y a pas à dire, je pense que c'est un énorme bonus. Et toi, Rémi? Bah, j'ai déjà eu la chance de pouvoir bénéficier d'aide. Effectivement, c'est sur le seul ultra, le truc de 30 heures que j'ai fait. Et c'était un peu... c'était pas obligé, mais c'était vraiment difficile de faire sans. Mais sinon, en fait, j'aime pas trop imposer ma course à d'autres s'ils me l'ont pas proposé, quoi, de dire Ah oui, bien j'aime sûr. pas forcément demander de l'aide. J'ai une personnalité plutôt autonome et comme en plus je vais être hyper précis et hyper exigeant avec moi-même, si j'ai un accompagnateur qui est pas au taquet sur tel outil, telle bouffe à tel moment, ça va être difficile pour lui parce que je vais être crispé. Ça va être dur pour toi, ouais. Ouais. Et puis surtout, je veux pas imposer un déplacement ou un voyage à quelqu'un, même si c'est un de mes proches, pour me suivre sur une course où finalement c'est quand même pas hyper agréable de subir le stress d'une personne, même si on l'aime bien et que c'est une situation difficile, on a du mal à trouver sa place. Et je suis pas confortable avec l'idée d'emmener un proche sur une course où c'est ce genre d'idée parce que voilà. Ok, bon, en tout cas, moi, je vais vous imposer, je vous prends tous les deux comme support la prochaine fois que je fais une course. Hein. Vous êtes ok? Elle est à l'autre bout du world, ouais, carrément, ouais, grave chaud. Parfait. Bon, je crois que ça y est, on y est, c'est la fin de l'épisode. Donc merci beaucoup pour ce nouvel épisode centré déjà finalement fini. sur... C'est incroyable. Et ouais, c'est déjà fini. Donc un épisode centré sur des retours d'expérience. On va laisser Rémi aller se coucher. Hein. Faudrait pas qu'il rate sa séance de demain à cause de nous. Sa montre cardio commence déjà à s'affoler rien que d'y penser. Et merci à vous les bonitos d'être à 50, toujours là. Je suis stressé. Ah ouais, tu vois, je le savais. C'est rien que de le dire. Et on remercie aussi les bonitos qui sont toujours là présents et enthousiastes à chaque nouvel épisode.
ou à nous titiller d'ailleurs pour qu'on se dépêche d'en sortir un nouveau. Alors n'oubliez pas de nous envoyer du love à l'aide des 5 étoiles sur iTunes et retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Discord si vous voulez continuer la discussion. Écoutez, merci Rémi et Émir. Un petit mot pour terminer ? Oui, merci de m'avoir accueilli à nouveau. J'étais un petit peu perdu quand même avec cette chronique qui était un peu décalée dans le temps pour moi et j'ai plus trop mes repères. Alors, j'espère que ça sera quand même audible pour les bonitos, que je vais pas les faire trébucher pendant leur jogging. Et sur mes trucs incompréhensibles ou ma folie. Non, c'était bien, c'était très bien. Sinon, juste dans un petit peu une petite reco comme ça en passant, ouais. je viens de finir un bouquin qui est pas tout à fait dans le thème de la course à pied, mais qui est dans le thème des nouvelles technologies. Et je pense que souvent on écoute des podcasts. Bon, parfois on aime bien les nouvelles technologies, tout ça. C'est un livre qui s'appelle Augmentus. C'est écrit par un ingénieur qui est aussi triathlète. Informaticien qui est très calé dans l'intelligence artificielle et le sport, et donc c'est un livre où si vous aimez le sport et l'informatique et ou les deux, vous trouverez beaucoup de choses super intéressantes. C'est une sorte de roman qui vire assez réaliste, qui vire à la science-fiction tout doucement. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, qui s'appelle Augmentus, et voilà, okay. je vous conseille de le lire. Bon, on essaiera de le mettre dans les notes de l'épisode, comme ça ils pourront les bonitos pourront aller voir ça. Yes, cool. Émir, toi, t'as pas envie de dire au revoir ? Non, bah, écoute, non. Moi j'espère que... Non, la flemme, non, c'est pas ça. Non, c'est juste que je la conclue, juste que je suis content de revenir dans ce format d'épisode. Je suis content de partir sur un format qui est tel que celui que t'as annoncé en fait au début, Margie, c'est-à-dire de varier les formats et de commencer aujourd'hui, d'avoir l'occasion de reparler à Rémi, d'avoir l'occasion d'avoir des échanges qui vont peut-être être rafraîchis, parce que voilà, moi je dois dire honnêtement que écrire les chroniques, je pense que j'ai parlé de beaucoup de sujets, qu'on commence à me connaître, et j'aime bien cette opportunité qu'on se donne dans l'émission de faire des choses un peu différentes. Et le fait qu'il n'y ait pas David, c'est pas mal aussi quand même, de temps en temps. Ah, c'est moche. Ouais, grave, c'est pas vrai. Salut David. Tu te rappelles ce qu'il a dit en off, Margie, sur moi. J'ai un petit post-scriptum où j'ai noté dans les 19 épisodes précédents toutes les fois où vous avez dit n'importe quoi et il faut que je corrige. Alors, j'espère qu'il reste une demi-heure. Alors il y en a combien où moi j'ai dit n'importe quoi de manière très égocentrée? Non, mais c'est juste que je voulais témoigner un petit peu oralement tant que j'ai le mic avant de me tromper quoi, gros. Que franchement à chaque fois que je vous écoute en courant et tout, j'ai trop envie d'être là, dire ah ouais ça je suis trop d'accord, ça non je voudrais vraiment dire autrement et tout. Et il faudrait qu'on se fasse un épisode. Je pense que c'est un peu tout le monde qui est comme ça, et c'est ça qui est super avec le podcast que vous faites, c'est que quand on court, quand on l'écoute, que c'est une passion commune et qu'il y a ça nous fait réfléchir sur ce qu'on fait, sur ce qu'on aime, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, et c'est cool quoi. Merci. Super, c'est le but, donc ça fait plaisir. Moi j'ai mis 5 étoiles et avec plusieurs faux comptes. Merci. Et avec plusieurs faux comptes, pas le dire, j'ai fait voter toute ma famille. Ah super, génial. Parfait. Ah bah si, allez, on prend les faux likes. Non, j'ai pas fait des faux comptes parce que je sais pas faire ça, mais j'ai fait voter toute ma famille qui avait des comptes iTunes. Ah, ça fait plaisir. Vas-y, donne-moi ton téléphone que je... Ça c'est mignon ça. Donc faites-le faire à vos proches, c'est la deuxième étape du gang Jogging Bonito. Voilà. En soirée là. Tous les gens, là, tous vos potes qui sont sur leur téléphone au lieu d'apprécier la soirée, tu lui dis écoute, si t'as rien de mieux à faire qu'être sur ton smartphone, t'as qu'à foutre un 5 étoiles. Vas-y, regarde, 5 étoiles. Voilà, très bien. Voilà, et très comment bien. je vous ai... Là, comment j'ai fait une espèce de... Comment ils appellent ça dans les startups, là, quand on fait un levier de croissance, là, scaler votre business, là. Ouais, merci beaucoup, tu vois. Non, faut que tu reviennes plus souvent. Hein. Faut que tu reviennes plus souvent pour nous faire des trucs comme ça. Ce coaching façon start-up est extraordinaire. C'est clair, c'est une vidéo coaching, super. Tout dans le lean, les mecs. Faut rester sec pour la perf. C'est ça, lean. Bon, sur ce dernier mot, on va se quitter et on se dit à très bientôt. Bye bye les bonitos. Plaisir de vous écouter. Bye bye les bonitos, à la prochaine. Ciao.